J'avais dit que je parle trop, hein. Ah non, c'est là-bas, moi. Non, oui, c'est là-bas. Salut à tous, bienvenue pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Michael Ravaneda. Salut Michael. Salut, merci de l'invitation, ça fait plaisir d'être là. Et ça fait très plaisir pour nous de te recevoir, vraiment. Donc, Michael a une chaîne YouTube qui s'appelle Club de Valeur, dans laquelle tu donnes des conseils sur les investissements financiers à long terme. Exact. Et que tu donnes énormément d'informations et d'aide à tous ceux qui souhaitent investir, se lancer, ou même des choses plus techniques pour ceux qui s'y connaissent déjà. Alors, explique-nous. Alors, déjà, toi, comment tu te définis? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oh non. Bon, déjà, je vais me définir. T'as bien révisé ta leçon, Yoann. C'est bon, j'ai fait mon intro. C'est parfait, hein. C'est parfait, là. C'est parfait. Non, je suis brésilien déjà, ça se note de mon accent. Du coup, j'ai décidé de partager un peu le sujet de finances en France, ce que je connais. Des formations, je suis ingénieur, je suis analyste financier aussi. Du coup, c'est difficile de définir. Okay. Je préfère plutôt me considérer comme un professeur. C'est ça que je vais être, le meilleur professeur possible des finances pour pouvoir aider les gens. Et c'est ça qui me fait de plaisir, c'est vraiment de partager les choses avec les gens. Du coup, je préfère pas faire la définition par rapport à ma profession, mais plutôt quelqu'un qui va vraiment guider comme un professeur. En général, on peut dire ça. Ok. Et comment t'es passé de... Parce que t'es ingénieur en quoi, du coup? Je suis ingénieur en électrotechnique. D'accord. Ouais. Ok. Totalement... Ouais, c'est complètement différent. Ouais. Mais pour revenir à où je suis arrivé aux finances, en fait, il faut aller quelques années en arrière. Et quand j'ai commencé les cours d'ingénieur au Brésil, j'ai commencé à donner des cours privés de physique, de mathématiques. Et à ces moments-là, en fait, j'ai décidé... Non, c'est quoi? C'est juste que tu respirais dans le micro. Ah, c'est vrai? Bah, je vais le dire, pas de souci. Ça me stressait. Non, mais parce que là, il est super sensible, le micro. Hein. Oui, bah, tu peux ouais, baisser je le vais volume laisser là-bas. un peu plus. Surtout que Ravaneda, toi, t'étais loin de ton micro. J'avoue, moi, Et du coup, j'ai parlé, lui. Oh, le truc sombre, l'ambiance super chelou. Alors, aujourd'hui, le micro, il est plus sensible que d'habitude. Désolé. Aucun souci. Et du coup, comme je disais, j'ai commencé mon cours d'ingénieur au Brésil. Ouais. Et tu sais, au Brésil, on fait l'étude les matins et l'après-midi, normalement, à l'université. Normalement, c'est difficile de travailler. Comment tu vas trouver un travail le soir? C'est difficile. Bon, il faut que ça soit quelque chose à côté. Et à ces moments-là, je commençais à penser, je peux donner des cours des mathématiques ou des... Excuse-moi, je sais tout. Excuse-moi. Je peux donner des cours de mathématiques ou physique à côté. Et c'est comme ça que je commençais à donner des cours de mathématiques physiques. Jusqu'au moment où je commençais à être professeur remplaçant d'un prof de mathématiques financières dans une école au Brésil aussi. Ah oui. Et c'est là qu'a commencé en fait m'attirer l'attention pour commencer à parler de sujets des finances ou simplement des choses qui... Il fallait me préparer pour préparer les gens, bien sûr. Et c'est là que j'étais plus attaché au sujet des finances. Mais à la fin, j'ai fait un cours d'ingénieur. Je me suis dit, je vais devenir ingénieur, je ne vais pas bosser comme ça, comme professeur, etc. Ouais. Au fur et à mesure que le temps est passé, j'ai vu que ça me plaisait beaucoup. Et bref, du coup, en 2014, entre 2014 et 2015, il avait la bourse Sciences sans frontières, je pense que tu connais, au Brésil. Oui. Et du coup, j'étais sélectionné à cette époque, c'est quand je suis venu en France. Et j'ai continué mon parcours d'ingénieur en France pendant une année. Je suis rentré au Brésil, j'ai travaillé comme ingénieur. Et même quand je suis rentré, je continuais à donner des cours à cette école-là à nouveau. J'ai pris, en fait. En tant que prof? En tant que prof, ouais. Putain, et du coup, je travaillais comme ingénieur. Après, quand j'ai terminé les études, et comme prof de mathématiques financières. Et une fois que j'étais en 2016-2017 au Brésil, j'ai vu, en fait, un pote m'a envoyé un lien. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il a la fondation Renault à l'époque. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Ça n'existe plus, en fait. Ça me dit quelque chose. Ouais, mais il sélectionnait des étudiants au monde entier pour venir en France et payer les masters, payer une bourse et tout ça. C'était des jeunes ingénieurs, en fait, ils sélectionnaient. Okay. Du coup, il fallait maximum 3 ans d'expérience, on va dire, pour quelqu'un qui est sorti de l'université. Et du coup, j'ai postulé et j'étais sélectionné, moi et des autres Brésiliens, en 2017. C'est dingue, mais il y avait combien de personnes là-dedans? Ah, mais il y avait plus de 1000 personnes qui ont participé au monde entier. Ouais. Et du coup, il y avait 3 Brésiliens, un Mexicain, il y avait des Marocains, des Algériens, il y avait des personnes, des Coréens pour des autres masters. Le monde entier, en fait. Le monde entier. Il y avait un seul Français dans notre groupe. Putain, c'est incroyable. Ouais, il avait 13 nationalités avec 19 personnes, si je ne me trompe pas. Du coup, c'était énorme. C'était énorme. Et du coup, j'ai étudié des arts métiers. J'ai fait du coup un autre diplôme d'ingénieur en France. Du coup,
Ma spécialisation, c'est des véhicules électriques. Du coup, voilà. Ah, c'est un bon trend, ça. Ah ouais, ouais. Et du coup, j'étais chez Renault, du coup, comme j'ai payé ma bourse et tout ça, jusqu'au moment que j'ai décidé de quitter. Du coup, j'ai changé des sociétés. Et à ces moments-là, je vais dédier en fait ma carrière à la partie financière. Du coup, quand j'étais ingénieur, j'ai fait un parallèle mon diplôme d'analyste financier. Ok. D'accord. J'ai fait un parallèle, ça. C'était entre 2018 et 2019 aussi que je commençais à penser. J'ai fait les diplômes. C'est un diplôme de la Société française d'analyste financier. Et du coup, j'ai fait un parallèle. Et bon, maintenant, je peux choisir dans quel domaine je peux travailler, mais je suis sûr que je vais rester dans la finance. T'as dans- des dans bons choix, hein. l'analyse. Ouais. T'as des bons choix à faire, hein. Et Hein? l'idée de la chaîne, elle est. Tu sais, j'ai commencé, je pense, en novembre ou décembre 2019. Mais j'ai fait une vidéo, j'ai trouvé horrible. Et surtout pour parler en français, à l'époque, c'était un blocage énorme. Jusqu'aujourd'hui, vous allez voir pendant tous ces podcasts, j'ai fait plein de fautes. Et parfois, ça manque des mots. C'est pas grave. Tu parles très Le plus bien. important, ouais, tu parles Non. vraiment bien. Et le plus important, c'est vraiment de le faire, quoi, de Du parler. coup, j'ai commencé à faire des vidéos, mais je trouvais la qualité de caméra, je savais comment me comporter, c'était trop. Vous savez, quand on commençait devant une caméra, c'est difficile de Ouais. parler. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas une réaction. C'est très Et quand dur. tu compares avec comme prof, tu vois la réaction en direct de la personne, tu vois pas la réaction, c'est un peu chelou. T'as pas Et- d'échange, ouais, ouais. t'as aucun échange. Et du coup, ça se passait jusqu'à novembre, jusqu'à avril 2020. Du coup, ça fait un an maintenant que j'ai partagé très peu. Et à partir d'avril, j'ai commencé à partager. Pourquoi? Parce que j'ai attrapé le Covid. J'étais très mal. Avril J'étais très 2020? mal. Ouais, 2020. C'était Ah, tu l'as eu, Ah, toi. c'était Ouais, c'était j'ai eu le le tout Covid. début. tout début. Et du coup, on n'avait pas trop d'informations. J'étais chez moi, j'étais Ouais. seul. Et du coup, je pouvais pas rentrer au Brésil, bien sûr, évidemment. Je pouvais pas avoir de contact avec Oh. des amis ici. Et j'ai trouvé en fait la chaîne une façon de passer du temps. Du coup, c'est là que je commençais à partager des vidéos par semaine. Si vous remarquez dans les temps de ma vidéo, c'est 2 vidéos par semaine. Ouais, des vidéos par semaine. Et du coup, je commençais à partager plus ça. Et bon, après, bien sûr, les Covid est passé, tant mieux. Et là, j'ai commencé à partager plus fréquemment des contenus des finances. Et voilà, pour l'instant, c'est ça. J'essaye de partager le maximum possible des sujets de long terme, surtout. Je crois que tout le monde, peu importe la profession, peut investir à long terme et être gagnant à long terme. On a d'historique des siècles de ça dans la bourse. Si juste tu respectes les bons principes d'être bien diversifié, de penser à long terme. Et c'est pour ça j'ai trouvé qu'on n'avait pas suffisamment de sujets, surtout sur des chaînes françaises qui parlaient de sujets. C'est pour ça, moi, tant que Brésilien, mais analyste financier en France, j'ai souhaité de partager un peu par rapport à les sujets. Donc ça, c'est intéressant. On est d'accord que celui qui veut s'enrichir rapidement en bourse, c'est impossible. Non, ça n'existe pas. On ne peut pas vendre des rêves. On peut parler des rentabilités. Par exemple, de Bitcoin, c'était la chose qui a eu la rentabilité plus folle le dernier siècle de l'histoire. Mais si on va dans la bourse, si tu imagines qu'une société dans la bourse, elle est cotée, on achète une action et ça c'est une partie de la société. Du coup, ils vont partager, en fait, si la société elle va gagner de la capitalisation dans la bourse, elle va performer bien, elle va gagner en fait plus de poids, on va dire comme ça, de la capitalisation, elle va verser des dividendes vers les actionnaires. C'est impossible qu'une société, du jour au lendemain, elle puisse valoir 100 fois ou 1000 fois. Du coup, ceux qui pensent que la bourse est pour le court terme, normalement, c'est ceux qui vont sortir de la bourse très rapidement avec des pertes et dire que la bourse c'est un casino ou quelque chose comme ça. Et c'est exactement le contraire en fait. Si les dernières recherches par exemple des études montrent qu'il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de pays comme le Japon, comme la Suisse, comme les États-Unis, qui plus de 30 ou 40% des personnes ont en fait l'épargne investie en actions. Ce soit en direct avec des actions qu'on achète avec un courtier, ce soit avec des plans de pension ou pour la retraite ou des fonds d'investissement, des formes indirects ou avec des ETF. Mais il y a plein de pays qui plus de la moitié même de la population, elle est dans la bourse. L'Australie, le Canada, une bonne partie. Désolé de te couper, c'est quoi un ETF? Parce que même moi là je. Un ETF, tu imagines que tu peux acheter une action comme Air Liquide, Danone, Ouais. Renault. Un ETF, c'est un panier d'actions. Du coup, D'accord, tu peux c'est un acheter- groupe Ouais. d'actions. Du coup, c'est comme si tu peux acheter les CAC 40, c'est l'indice des références français. C'est proportionnel les 40 plus grosses sociétés françaises dedans. Si tu achètes un ETF CAC 40, c'est comme si tu achètes toute une partie des 40 principales sociétés D'accord. françaises. Il y a ça pour tous les indices, du coup. Tu peux faire Ok. ça pour les marchés américains, pour le Ça marché réplique, mondial. ça réplique exactement le Ça comportement réplique. de ce... Si vous écrivez CAC 40 sur Google, vous allez voir la courbe. Si Mhm. vous achetez un CAC 40, ton épargne va faire Elle exactement suivra comme ça. exactement. Du coup, il va y avoir des hausses, des baisses, mais à long terme, normalement, on a suffisamment de gains pour battre tous les autres types d'actifs. Et du coup, pour revenir sur le fait que tu disais qu'il y a d'autres pays où les gens investissent beaucoup plus, comment t'expliques qu'en France, parce qu'en France, les gens épargnent énormément. Oui.
Les gens gardent de l'argent, ils conservent ça en banque, mais certainement sur des livrets. Mhm. Pourquoi t'expliques est-ce que c'est culturel? D'où ça vient le fait qu'en France, on n'investisse pas autant en bourse? Je pense que c'est complètement culturel. Au moins, toutes les lectures que j'ai faites par rapport à ça, ça montre que les Français, c'est les peuples qui économisent plus, du coup, mettent plus d'argent à côté en Europe. Mais D'accord. très peu de gens investissent vraiment sur des choses qui ont de la volatilité, en fait. Les Français, ils sont très attirés par l'immobilier, qui n'a pas trop de fluctuations en termes des prix. Pour les métaux, mais pas trop attirés par les actions, par exemple. Du coup, c'est une question culturelle, mais je pense que ça devient aussi de l'éducation financière qu'on en est à l'école et tout ça. On nous apprend rien financièrement. Exact, On- exact. C'est pas qu'en France, je pense que c'est un peu partout. Peut-être aux États-Unis, ils sont plus attirés parce que c'est un pays, le capitalisme en soi, c'est quelque chose qui est dans la philosophie du pays, hein, liberté financière, etc. À part les États-Unis, les autres pays, les gens sont attirés plutôt pour c'est que l'État en fait fait en sorte que les gens vont dans la bourse aussi, fait quelque chose pour incentiver. C'est comme pour la France maintenant, on a les PAX, les plans d'épargne en action. C'est une chose que l'État a fait, dit écoutez, si vous vous placez dans ce type d'enveloppe fiscale, vous achetez des actions, Au bout après de 5 cinq ans, ans, après vous 5 ans de êtes détention, il y a exonéré. moins d'impôts, etc. C'est une façon que l'État. 225 000 euros. Exactement. La limite. À la limite. Ouais. Là. C'est un PA et un PA PME, les deux ensemble des 125 000 euros. C'est qui un PA, c'est 150 000 euros les plafonds. Du coup, tu peux mettre jusqu'à 150 000 euros dans un PA et tu vas payer 17,2% d'impôts Au bout de 5 ans. au bout des 5 ans Juste les sur la CSG. plus-value, bien sûr. Du coup, si tu as mis 100 Juste 000 les euros. CSG. T'investis, toi? Non, c'est pas possible. Et là, il connaît bien les plafonds. Non, mais c'est juste les impôts. Pareil pour les sociétés, c'est la même chose. Ah, c'est la même. Ouais. Ok. Et sur un compte au titre, c'est un compte normal, que tu peux investir dans la bourse, normalement c'est 30%. Donc ça tombe presque à la moitié si tu passes les 5 ans de détention. Mais tu dans peux un faire PA. pareil avec le PEA. Tu peux direct aussi. En fait, il vaut mieux avoir un PEA en tout cas de mon. Non, il me oui, semble, vas-y, hein. vas-y. Pour moi, il vaut mieux avoir un PEA et même si tu veux retirer l'argent avant et que tu as fait des gains, bah tu payeras la même chose que si tu avais un compte Un compte au titre. compte titre. titre. Ouais. Exactement. Du coup, si tu arrives à tenir 5 ans, tu payeras les 17,2% sur les plus-values. Hein. Mais c'est ça, moi, la question. Par exemple, c'est là où je ne savais pas. Il y a le PEA, voilà, on va dire, on a mis 100 000 euros, on n'a rien fait, et là, je veux rajouter 20 000 euros. Est-ce que c'est au moment où on verse l'argent, 5 ans, ou c'est. En fait, juste dès qu'il est ouvert, tu peux. Imagine, j'ai mis 1 000 euros quand j'ai eu 18 ans. Est-ce qu'au bout de 5-6 ans après, si je mets 100 000 euros au bout d'un an, est-ce que je peux récupérer les gains sans- Exactement, à partir du jour que tu as ouvert ton C'est- compte, ça commence à compter. Du coup, tout le monde qui C'est regarde ces bizarre. podcasts-là, C'est dingue. Faut la- ouvrir. En la- fait, il faut la l'ouvrir à leçon pour- 18 ans. la leçon pour tout le monde qui écoute ces podcasts, c'est aujourd'hui, au maximum demain, ouvrir un compte PA, puis ça commence à compter les temps Ouais, de même si détention. vous mettez 100 euros. Et si vous pensez que c'est difficile d'investir ou par où commencer, au moins, il faut ouvrir les comptes. Les comptes est déjà là, ça commence à compter les temps de C'est détention. la première étape. Et hein. après la Ouais. première étape, et pendant que vous allez apprendre, vous allez étudier un peu, les temps commencent à passer. Et du coup, les 5 ans de détention, ça va passer plus rapidement si vous avez déjà les comptes ouverts. Effectivement. ouais. Et du coup, c'est beaucoup mieux. Et pour tous ceux qui commencent à investir, en fait, je sais, c'est un peu complexe les sujets. Les gens pensent qu'ils n'ont jamais investi. Ils ont dit, ah, qu'est-ce que je vais acheter? Je vais acheter des actions, des ETF, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut juste garder en tête que l'investissement, tu peux commencer doucement. Pas forcément, tu es obligé de commencer avec 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros. Tu peux commencer avec 100 euros par mois, avec, comme on le disait, des ETF. Il y a des ETF monde, du coup, tu peux acheter plus de 10 000 sociétés avec un seul actif. Du coup, tu peux acheter à 100 euros, 200 euros, 300 euros, on parle d'un Ouais. ETF. Tu investis au monde entier et voilà, dans un compte PA par exemple. Et du coup, c'est pas très complexe dans ce sens-là. Si tu veux investir de forme passive, passive, c'est dans ce sens que tu vas acheter quelque chose comme des ETF qui vont avoir plusieurs actifs dedans. Il y a aussi les investissements actifs, qu'on va acheter directement des actions. Mais justement, moi j'ai cette question où, ok, tu vas investir 100 euros par mois. Mhm. Tu arrives à l'année à 1 200 euros. Mhm. Tu vas économiser ça pendant 5 ans. Mhm. Bah, ça va faire que 6 000 euros. Je veux dire, avec ces 6 000, peut-être avec les plus-values 7 000. Mhm. Je veux dire, à quel moment tu décides, je les sors? À Ah. quel moment tu te dis, bah j'ai cet argent de côté, bah, je vais l'utiliser? Tu vis des, non, En tu fait- vis des dividendes, non Non, tu vas avoir des miettes par an. En Je fait, veux dire, c'est cette partie, ok, j'ai de l'argent de côté, mais bon. j'ai compris ta question. En fait, il faut déjà, au départ, il faut savoir pour commencer à investir, c'est quoi ton objectif? Parce que si tu ne connais pas ton objectif, tu ne connais pas ton horizon d'investissement. Par exemple, moi, j'investis pour arriver à la retraite ou arriver à, on va dire, la liberté financière. Quand mes investissements vont me rapporter
tellement de dividendes que je ne peux plus travailler. Ça, c'est tellement difficile, c'est qu'il y a une petite partie de la population qui peut les faire avec un salaire normal. Moi, je viens d'une famille très modeste brésilienne. Vous pouvez imaginer que je suis loin de ça encore. Et ça, c'est le cas même pour les gens qui sont nés en France, pour les gens qui travaillent tous les jours dans un CDI, etc. Il faut garder en tête qu'avec un objectif, on va dire, pour la retraite, pour arrondir la retraite, tu sais déjà que tu as un horizon des 20 ans. Ou 25 ans, si tu es plus jeune. Si tu as 40 ans, tu as 20 ans encore. Et là, tu sais en fait que cet argent, ça va servir à arrondir la retraite à la fin de ta vie. Si tu sais que tu dois en fait apporter ton immobilier, un bien immobilier d'ici 5 ou 6 ans, tu peux investir dans la bourse aussi. Il faut juste faire attention, une crise mondiale peut arriver, on ne sait pas quand. Et en fait, imagine un mois avant de payer les montants que tu veux donner pour l'immobilier, cet argent va couler un peu et il faut attendre. Du coup, la bourse, c'est pour ça que la bourse, elle est quelque chose pour les long termes. Si tu veux des 3, 4, 5 ans, il y a des autres types d'investissements. Tu peux mettre sur les DSCPI qui sont des parties d'immobilier, un type d'assurance vie qui va avoir un P d'ETF, un P des métaux, un P des fonds d'euros, etc. Du coup, la diversification. Là, tu m'as perdu. Je vais expliquer tout ça si tu veux. Mais là, les secrets, c'est si tu as de court terme, c'est de diversifier. Pour les long termes aussi, c'est la diversification. Mais la bourse, c'est plutôt quelque chose visé pour les long termes si tu veux être gagnant et ne pas avoir des risques. Plutôt, c'est ça qu'il faut penser. Comme tu dis là, quand je vais sortir l'argent, moi, je vais sortir quand j'arrive à la retraite parce que j'ai mon objectif, par exemple. Okay. Bien sûr, il y a des gens qui vont regarder qui consomment ton contenu. La plupart, ils ont déjà reçu pas mal d'informations sur comment faire. Ils ont des questions plus poussées. Et on regardera ça tout à l'heure en détail. Mais quelqu'un qui n'a jamais touché, quel est ton premier conseil, c'est-à-dire la première chose? Ouvrir le PA. Ouvrir le PA. Attends, ouvrir les PA. Voilà. Ouvrir le PA, est-ce que c'est la première chose ou tu conseilles plutôt de consommer du contenu ou voir des chaînes comme la tienne Pour commencer dès zéro, à partir de zéro, il faut juste garder une chose en tête. Les investissements, peu importe quel type, que ce soit la bourse, l'immobilier, investir dans les métaux, peu importe où l'investissement, pour avoir de l'argent pour investir, il faut que les calculs revenus moins dépenses soient positifs. On commence par là. Pour quelqu'un qui a des dépenses plus élevées que les revenus, ils ne vont jamais avoir de l'argent à côté pour pouvoir investir. La première chose à faire du coup, c'est de penser à soit avoir des revenus plus élevés. On sait que c'est difficile, on n'arrive pas au patron le lendemain et on dit je vais en augmentation de 50%. La deuxième étape, c'est de réduire les dépenses qui sont inutiles. Ou on ne va pas dire qu'on ne va pas profiter des vacances ou dépenser, faire d'apéro. Mais c'est juste des choses. Tout le monde sait qu'on dépense parfois des choses. De prendre Uber Eats, on cuisine. Exact. Voilà. Et pas, on peut prendre des Uber Eats quand même, mais pas tous les jours. Par exemple, oui, non, mais voilà. Ouais. Faire un budget, bien prévoir. Et donc, oui, exactement. Et du coup, revenus, dépenses, c'est des choses très importantes. Parce que c'est à partir de là qu'on va avoir de l'argent à côté pour investir. Du coup, ça, c'est les premières étapes. Là, c'est l'étape 0. Avoir de l'argent à côté. Une fois que tu as de l'argent à côté, avant d'investir, là vient les premières étapes, c'est d'avoir de la réserve d'urgence, les matelas à côté, tu vois, un peu des choses. Par exemple, moi au Brésil, toujours là-bas, les analystes financiers recommandent d'avoir des 6 à 12 mois de tes dépenses mensuelles épargnées. Si tu dépenses 10 000 euros par mois, juste pour faciliter les calculs, tu dois avoir entre 12 000 et 24 000 euros à côté avant de penser à investir. En France, sans livret, c'est quelque chose de très sûr. Au Brésil, c'est le trésor brésilien que c'est la chose plus sûre qu'on a. On sait qu'en France, on a pas mal d'aides. On est une société un peu plus à l'aise dans le sens qu'on n'a pas besoin de 12 mois pour être plutôt assuré. Oui, par exemple, la médecine, si on a un accident, on n'a pas à sortir. On est couvert. Combien de mois du coup 3 mois 3, 4 mois? Du coup, ici, j'ai commandé 3 et 6 mois. 3 et 6 mois, okay. C'est bien déjà. Du coup, après avoir calculé si tu arrives à mettre de l'argent à côté, cet argent à côté, tu vas faire en fait ta réserve. Tu as des solutions. Soit tu peux bâtir ta réserve avant et commencer à investir après. Si tu es très anxieux, tu peux faire moitié-moitié. Mais au moins, il faut avoir 2 mois, on va dire 2 mois de salaire. Après, tu commences à investir. Tu peux bâtir les deux en même moment si tu es anxieux pour commencer à investir. Là, tu as de la bonne base déjà. Pourquoi? Ça arrive un problème dans ta famille. Ça arrive quelque chose, des problèmes de santé. Tu as besoin de voyager. Simplement, tu as envie de quitter ton boulot et commencer un nouveau business. Tu ne vas pas prendre l'argent qui est dans les investissements parce qu'il peut rentabiliser ou il peut perdre, tu dois attendre un peu, juste la récupération. Du coup, les principes, c'est d'utiliser la réserve d'urgence vraiment pour les urgences. Du coup, c'est pour ça qu'on va avoir de la réserve. Une fois qu'on a la réserve, là, et on a de l'argent à côté, on a la réserve, là, on commence à jouer. Là, on peut commencer à aller dans la bourse, par exemple, qui c'est mon domaine d'activité, c'est ça que je vais parler. Et la bourse, elle permet de tout le monde commencer à investir à partir de 100 euros par mois. Première étape, ouvrir un compte. Il faut ouvrir un compte. Les PA, vous pouvez ouvrir dans
une banque classique. Je ne recommande pas les banques classiques. Je ne sais pas si elles vont sponsoriser le podcast, mais Moi, j'en ai ouvert un. Moi, j'en ai une banque ouvert un dans classique. une banque classique. Ouais. moi, bien sûr, j'ai des comptes sur des banques classiques. Ouais. Mais les PA des sociétés en ligne, plutôt, c'est plus recommandé parce que les frais sont moins élevés et vous pouvez acheter plus de types d'actifs dedans. C'est plus simple en fait à générer. Un particulier peut aller sur des sites internet, les principales vous allez trouver sur Google et vous pouvez trouver. Tiens, tu les m'as principales. parlé qu'on peut acheter différents types. Mais justement, sur un PEA, on est aussi limité sur les types d'actions que tu peux acheter. Exactement. Sur les PA, on peut acheter des sociétés européennes, françaises. Au moins, il faut que 75% de l'actif soit dans l'Union européenne. Par exemple, on peut acheter une société qui elle a une activité sur plusieurs pays, etc. Il faut que le siège social soit en Union européenne, par exemple. Donc, les PA limitent dans ce sens. Mais on peut acheter des ETF américains, par exemple. On peut acheter l'ETF SP500 qui investit sur les 500 plus grosses sociétés américaines avec un PA. Et du coup, tu vas me demander, ouais, mais la siège sociale des sociétés américaines, elles ne sont pas en Union européenne. Comment on peut acheter dans un PA? Parce qu'on a un peu des contrats, des finances, en fait. C'est un peu de la mathématique financière arrière qui permet D'accord. d'acheter des paniers d'actions américains, Ok, pas des ça, je actions savais directes. pas. Parce que par exemple, ouais, j'ai essayé d'acheter des actions Google ou Ah, Apple. ça passe pas. Ouais, ça passait pas. Mais du coup, tu peux acheter un Nasdaq qui a les. D'accord, donc le l'essence- Nasdaq, je peux acheter. Ouais, Les Nasdaq, tu peux acheter avec Ouais, un mais PA. le problème, c'est que dans le truc où je suis, tu es obligé d'acheter l'action en entier. Ah, Je peux pas acheter une partie de l'action. ok. Donc Mais- si je veux acheter le CAC 40, il faut mettre les 6 000 euros. Du coup, je vais pas acheter. Mais tu peux acheter un ETF CAC 40 avec ton PA, par exemple. Oui, bah oui, ça, Ouais, c'est ouais. normal. Après, là, c'est français, quoi. Oui, c'est français. Mais oui, mais avec un SP, un Nasdaq, tu peux acheter du coup avec ton PA. Ouais. Parce qu'en fait, les principales sociétés françaises qui vont. Parce qu'imaginez, c'est quoi un émetteur d'ETF? C'est quelqu'un qui va manager en fait l'ETF. C'est l'Ixor et Amundi, les deux principales qu'on a en Europe. Et du coup, c'est qu'ils vont faire. Ils vont acheter, si c'est les ETF. Je vais résumer, hein, il y a plusieurs types d'ETF, comment ils font les managements et tout ça, mais je vais résumer pour que ce soit simple. Si on achète les CAC 40, ils vont acheter, on va dire, proportionnellement les 40 sociétés et mettre dans ces paniers. Et du coup, ils vont, si l'action elle va monter, ils vont acheter un peu plus de celles qui ont monté, celles qui vont perdre, ils vont vendre un peu. Du coup, ils vont essayer de respecter cette courbe-là. Pour les États-Unis, du coup, ils essayent de faire pareil pour les Nasdaq aussi. Et du coup, on peut suivre en fait cette courbe-là. Et tu peux acheter avec des ETF avec un PA. Et tu peux même diversifier niveau monde. Tu peux acheter de l'Asie, par exemple. Pays émergents de l'Asie avec un PA. Tu peux acheter des États-Unis. Tu vas acheter des actions ou des ETF européens. Et tu vas être bien diversifié. Mais pour revenir sur les étapes qu'on disait, du coup, on a commencé avec revenus plus élevés que dépenses. Ouais. Réserve. Faire son budget. Faire son bien budget, proprement. exactement. Avoir de la réserve à côté, au moins, on va dire 3 mois pour Ouais. commencer bien à l'aise. Choisir un courtier en ligne, du coup, pour ouvrir un compte PA et un compte titre. Compte titre, différence entre les deux. Les PA permettent d'acheter des actions européennes. Tu peux pas sortir l'argent. Tu ne peux pas sortir avant des 5 ans. Ouais. Tu peux sortir, mais Mais tu si vas. tu dois bloquer, oui, Ça va devenir comme un compte titre. Tu dois payer 30% d'impôt sur la plus-value. Si tu restes dans un PA plus de 5 ans, bien sûr, ça tombe à 17,2%. Du coup, avoir les deux comptes. Il faut avoir les deux. Parce que ça, si tu veux acheter une action américaine, Google ou quelque chose comme ça, tu vas acheter avec un compte titre. D'accord. Si tu veux acheter quelque chose européen, tu vas acheter dans un PA pour profiter de la fiscalité française allégée. Mais en gros, ton compte titre, c'est comme ton compte courant. Alors, Exact. ok, donc là, ok, j'ai refait mon budget, j'ai mis un peu d'argent de côté 3 mois, on va dire mes dépenses, j'ai ouvert mon PEA et mon compte titre, et là il y a plein d'actions. Et moi, on va dire, j'arrive dessus, je connais pas les entreprises. Et du Comment coup, à ces moments, Choisir. du coup, là, On c'est va le sur moment la chaîne où tu Club vas de sur le Valeurs. club des valeurs. Ça y est. Et c'est bon. Et vraiment, c'est pas caché. Hein. Je montre comment c'est la méthode d'acheter des actions là-bas. Vous allez trouver. Mais pour expliquer, c'est très difficile. Je vais même te donner un exemple. Moi, comme analyste financier, je dois connaître la majorité des sociétés françaises, comment fonctionnent les marchés français. C'est ma profession. Mais vous imaginez qu'il y a plus ou moins 750 sociétés françaises. Si Ils j'étudie sont cotés en qui bourse. sont cotées en bourse. Si je vais analyser les bilans, les comptes des résultats et les chiffres de chaque société, si j'analyse une par jour, et suppose que j'ai plus rien à faire dans ma vie, c'est 2 ans. Ouais. Du coup, c'est impossible. Moi, je ne connais pas toutes les sociétés françaises. Je connais la majorité, les plus importantes, les petites, moyennes et les plus grandes, les plus importantes.
Et j'ai écouté les bruits de là. Là, j'ai la perdu. voiture, là. Il y a du bruit, désolé. Je sais pas si on les entendra, mais Si, on les entendra, sinon On on les l'a entendra. entendu. il y a du bruit dehors. J'ai perdu où j'étais. Tu connais toutes les entreprises, mais t'as pas le temps de faire Aux États-Unis, on a 8000 sociétés. C'est mort. Au Brésil, on a 450. J'essaye de suivre un peu les marchés 8 000 brésiliens. aux États-Unis. en 8000 bourse. sociétés, oui. Oh, c'est énorme. Aux États-Unis, au Brésil, 450. Et le SP500 que tu parlais tout à l'heure, c'est les 500 meilleurs. Les 500 plus liquides et plus importantes. Plus Ok. liquide, ça veut dire plus négocié dans la bourse, normalement. Donc les Google, Facebook, Apple, tout ça, c'est dedans. Exactement. Et- Nvidia, AMD, même les sociétés qui sont énormes, mais pas si réputées comme Google et Facebook. Ok. Du coup, comme tu dis, à quoi choisir? Pour quelqu'un qui commence à investir et ne connaît pas trop les ratios, etc., la manière plus simple, c'est d'acheter un ETF. C'est qu'on parlait tout à l'heure, c'est un D'accord. panier d'actions. Parce que là, tu commences déjà avec les bons principes d'investissement. Tu commences à diversifier. Tu ne casses pas la tête pour choisir les sociétés. Il y a plein de sociétés dedans. Tu vas diversifier en termes des secteurs, parce qu'il va y avoir plusieurs secteurs dans un ETF, parce qu'il y a plusieurs types de sociétés. Tu peux diversifier en termes géographiques. Tu peux avoir un ETF européen, un ETF américain, un ETF asiatique. Et ça permet de commencer doucement et ça permet même de faire des bêtises parce que tu viens de commencer. Et avec 100 euros, tu peux commencer. Et du coup, c'est très même difficile de faire des bêtises quand on va investir avec des ETF. Si tu achètes un ETF américain, un ETF européen, un ETF asiatique, déjà, tu as les mondes entiers. Ou tu achètes un seul ETF monde classique, et tu peux commencer à investir comme ça. Si tu es intéressé à acheter des actions, bien sûr, il va falloir étudier un peu. Il va falloir connaître les ratios de marché. C'est ça que j'essaye de partager sur ma chaîne pour faciliter l'analyse. À ce moment, je pense que j'ai 60 vidéos. Et carrément, quelqu'un qui ne connaît rien, il va regarder une vingtaine de vidéos qu'il y a là-bas. Je vous assure qu'il peut déjà commencer avec les principales questions répondues. Au moins, les principales questions répondues, il peut commencer à investir. C'est ça l'objectif. Moi, je me rappelle la première fois que j'avais investi. C'était au début des trucs de Bitcoin, etc. Je connaissais rien. J'ai mis 100 euros, je crois. J'ai cliqué sur des boutons, effet de levier, blabla. Pareil. J'ai mis sur du pétrole x5, l'effet de levier, je comprenais pas. Et je vois à la fin, il n'y a plus l'argent. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est où? Tu sais, Il est passé où? Il a disparu, mais sans. Il était où? Bah, il a disparu. avec des effets levier. Parce que j'ai non? fait avec T'as une. tout... Il y a $60 ou je sais pas quoi ils ont disparu. Parce que ça a arrêté, il y avait un stop lose. Oui, je vois. euh, Surtout pour ceux qui commencent, éviter d'investir sur des choses qu'ils ne connaissaient pas. Surtout, par Bah, exemple. j'ai dit le pétrole, je me rappelle, j'entendais. Bah, ça augmente, le prix du pétrole il augmente, mais. Il y a beaucoup du mindset et ne pas avoir cette envie d'y aller pour avoir de l'argent rapidement. Ouais. Ça, c'est Et de quelque se chose, dire, je pense. Il va se passer ça et du coup je vais investir dedans comme ça, je vais profiter de cette opportunité. Il faut y aller avec, comme tu dis, une mentalité de long terme et un horizon d'investissement. Pour moi, c'est pour ça que la majorité des gens ont un peu des difficultés d'investir. C'est de penser, mais 20 ans, 30 ans, c'est trop. Mhm. Écoutez, selon la probabilité, tout le monde va arriver à 70, 65 au minimum. Mhm. Le temps va passer de toute façon. Soit vous planifiez votre futur ou pas. Le temps va passer. C'est mieux de planifier maintenant, si vous êtes jeune surtout. Parce que le temps, il va passer. Et c'est mieux d'avoir planifié quand tu es jeune, qui est de laisser le temps passer et après, peut-être ça sera trop tard. Et aussi, un peu, c'est de la discipline et de la partie mentale, c'est sûr. La discipline d'investir tous les mois. D'investir tous les mois, et tout dit, il y a certaines années que les marchés ne performent pas bien, hein, ils restent plats, ou il est même négatif, comme l'année passée, on a eu la crise Covid, tout a coulé 35%. Et justement, quand tu as... Ah, il y a une caméra qui s'est arrêtée là. Ah, Petite pause, break. à l'enregistrement. A few moments later. On est de retour après la pub. Alors justement, on disait qu'il faut avoir un certain mindset pour pouvoir commencer à investir et que c'est la partie la plus importante Oui. de l'investissement. Tu sais, je peux comparer comme avoir les corps des rêves. Tout le monde sait qu'il faut manger bien et faire du sport. C'est simple. Tout le monde veut des C'est résultats simple, rapides. c'est simple, mais Très c'est simple. complexe de les faire tous les jours. L'investissement, c'est la même chose. De garder quelque chose à 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est très difficile de les garder. Mais il faut penser, en fait, la différence entre l'immobilier et la bourse, si tu veux, dans la partie psychologique, c'est que tu achètes l'immobilier, un appartement. Et tout le monde sait que ça bouge hein, au cours de l'année, des années, ça peut dévaloriser, valoriser. Mais il n'y a pas un mec qui tape ta porte et dit « Aujourd'hui, je te paye à 200 000 euros ». Le lendemain, il tape ta porte et dit « Je te paye 190 ».
Il tape ta porte, il dit je te paye des T'es 150. pas tenté en Ouais, fait. mais il y a quand même un rapport différent, je trouve, à l'immobilier où on te dit, quand même, on te promet en fait, de ne pas sortir d'argent de ta poche. C'est-à-dire que tu vas faire un prêt, Mm. allez, peut-être un petit apport, voilà, mais après, il y a un locataire qui paye en fait ton crédit. Oui. Alors que là, il y a un effort à faire, c'est-à-dire où tu vas chaque mois sortir, je sais pas, 300 euros. Je suis 400 d'accord. euros. Une chose que l'immobilier lui permet, c'est en fait de la place de payer les loyers, par exemple, c'est de payer les crédits et simplement vous allez habiter chez toi. Du coup, l'effet de levier de l'immobilier, c'est moins dangereux. Mais sur la bourse, on ne va pas utiliser des leviers si tu veux vraiment investir à long terme avec peu de risques. Mais je suis d'accord avec toi que l'immobilier, c'est intéressant pour ceux qui vont commencer ou commencent à bâtir un patrimoine. Mais je ne dirais pas que forcément il faut commencer par l'immobilier. Je vous donne un exemple moi-même. Moi, je suis parti de mon pays, je suis là à ces moments. En France, j'habitais à Rouen, j'habitais à Paris. Après, je suis allé à Lille. Après, je suis allé à Paris à nouveau. Après, actuellement, je suis dans la région de Versailles. Est-ce que si j'avais une maison, j'allais risquer, changer de boulot, être dans mes projets? Je ne sais pas. Je ne suis pas préparé pour avoir dans l'immobilier parce que je pense que j'ai plein d'opportunités qui vont me faire déplacer. Mais pour les gens qui souhaitent commencer, ils savent qu'ils vont rester dans un endroit, c'est intéressant. Ou quand vous allez arriver dans une situation économique personnelle, que vous allez dire je préfère rester tranquille maintenant, là c'est mon boulot, c'est ici, je vais rester. Là, ça peut être les moments. Moi, je clairement. parlais justement d'un investissement locatif et pas Ok. d'un investissement, enfin, juste pour que tu vives dedans. Ok, Justement, tu t'achètes l'appart ou l'immeuble et Ah, pour mettre des locataires justement dessus. dans ces cas, je suis complètement d'accord avec toi. Ça permet d'avoir un levier et que tu utilises la banque en fait, qui va fournir Oui. l'argent, et tu utilises la banque pour payer en fait tes premiers investissements. Je suis complètement d'accord. Il faut juste Parce qu'au garder final, le loyer, en fait, c'est réellement l'argent que tu gagnes parce que Oui. les 700 euros qui te permettent de rembourser le crédit, à la fin de ton crédit, bah, tu as une maison à, je sais pas, 150 000 euros, un truc Ouais. comme ça. Mais peut-être c'est pour ça que les gens ont peur de la bourse. Parce qu'en fait, ils vont comparer avec l'immobilier dans le sens qui, comme j'avais dit, il n'y a pas quelqu'un qui tape ta porte. Par contre, les actions, tu vois tous les jours sur ton écran si tu veux les prix des actions. Ouais. Et Ok. ça valorise, ça dévalorise, et tu es tenté à vendre, pas bien, etc. ouais. Et ça, justement, par rapport au fait que tous les jours, tu vois, tu consultes, c'est sûr, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie. Oui. Moi, oui, parce que c'est ma profession. C'est ta profession. Mm. Et tu penses que quelqu'un qui investit, pas un expert, mais quelqu'un qui commence à investir, il va forcément commencer à consulter énormément son compte ou comment on appelle Ouais, c'est les comptes Voilà. titres ou les son PA. compte titre et voir la courbe et être affecté par les événements. Les news de marché, Voilà. les choses qui arrivent à droite à Et gauche. comment tu arrives justement à blinder Mhm. ton mindset, à te dire je vais pas être affecté, par exemple avec le Covid. Mhm. C'est atroce. Tu avais énormément, par rapport à tes économies, tu avais injecté dans la bourse parce que c'est ton Mhm. travail, c'est quelque chose que tu crois. Quand tu as vu le Covid arriver, est-ce que tu n'as pas été tenté de dire qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce Comment que tu as je fait conserve- déjà Voilà, comment je Que- conserve je reste sur mes positions. J'ai pris toute ma réserve d'argent que j'avais à côté et j'ai mis dans la bourse. C'est ça que j'ai fait. J'y crois franchement avec un horizon de long terme, comme je possède des 20-30 ans. On va passer par plusieurs crises. C'est presque sûr une crise toutes les décennies. C'est sûr qu'on va voir si on voit l'historique du marché. Et comme vous voyez, de 2001, après 4 ans, c'est passé. 2008, après 1 an, c'est passé. Covid, maintenant, Le les marchés subprime, déjà là, dépassé Oui, les c'est- maximums. On n'est pas dire qu'on va avoir un autre d'ici 2 ou 3 ans, mais c'est un horizon d'investissement. Ces chutes, tu regardes la courbe, elles sont C'est du pain négligeables. béni. C'est qui est de court terme. C'est qui est de C'est court du, terme. c'est du Est-ce bonus. que pour quelqu'un qui s'y connaît en bourse, est-ce que ce moment-là où il y a une crise, tu te dis, vous êtes prêts? J'imagine que Mais toutes les t'étais personnes qui s'y serein connaissent, quand même voilà. Oui, T'étais mais prêt Oui, vas-y, Yoann. Enfin, t'étais pas après au Covid, mais quand c'est arrivé, est-ce que avant tu te disais si un jour il y a une crise économique, parce qu'on en parlait avant le Covid, Mhm. parlait Oui, d'une on crise parlait économique, déjà, mais ouais. rien à voir avec le Covid. oui. Est-ce que toi tu te disais le jour où ça arrive, je suis prêt et j'irai dans tel et tel investissement? C'est sûr, c'est sûr. Mais pour arriver à ces moments-là, il faut avoir déjà un peu de mindset, un peu de l'expérience. Comme tu disais, pour quelqu'un qui vient de commencer, comment tu sais gérer toutes ces bandes d'informations qui arrivent à droite à gauche? Il faut déjà, c'est pour ça que j'ai dit, c'est mieux de rester sur des ETF qui sont déjà bien diversifiés. Il faut garder dans la tête, si vous visez les longs termes, il faut avoir aussi, du coup, les troisièmes, je passais les deuxièmes pas ou les troisièmes qu'on avait parlé tout à l'heure, mais la réserve d'opportunité. Et c'est quoi que j'appelle des réserves d'opportunité? C'est l'argent. Si vous avez, exemple, 500 € pour mettre dans la bourse à chaque mois, vous allez envoyer vers ton courtier les 500 €.
Mais vous allez acheter un ETF en action, 400 euros, 350 euros, 100 euros vont dormir. Vont dormir, pourquoi? Ils attendent la prochaine crise. Et quand les marchés vont couler, c'est comme si quelqu'un arrive pour toi et te dit ton appartement descend 1000 euros, ton voisin il vend à 5000 maintenant. Est-ce que tu veux acheter? T'achètes tout de suite. Et c'est pour ça que j'étais serein. Parce que j'avais de la réserve à côté exprès prêt aux pour les opportunités. Ouais. Mais du coup, sur l'autre argent investi, t'as pas vendu à ce moment-là? Pour Non, après tout racheter j'ai laissé mes actions. T'as perdu au final. Elles ont perdu 35%. J'ai renforcé. Et quand on renforce, c'est de la mathématique là, mais une fois que tu renforces quelque chose, on suppose j'avais des actions que j'avais achetées à un prix des 100. Elles sont descendues à 60. J'ai renforcé. Du coup, j'ai acheté les actions à 60. d'Airbus, toi. Et du coup, on suppose que j'achète à 60. Du coup, mon prix moyen va diminuer. Mon prix moyen, c'est ni 100 que j'avais avant, ni 60. Ça va être 80, 70. Et là, ils sont à 98. Non, je vais pas à Airbus. J'achète pas des choses qui volent. et du coup, une fois qu'elle reprend la valeur d'avant à 100 euros, tu es déjà au positif. C'est ça, parce que tu achètes en fait les mêmes actifs avec les prix réduits. Et si vous imaginez que vous avez un portefeuille bien diversifié avec plein d'actions et tu achètes un petit peu de chaque, ou acheter plus d'ETF à monde, c'est le monde entier, une fois qu'il va reprendre, il arrive à zéro comme avant, tu es déjà au positif. Mais avoir cette mindset d'investir chaque fois plus, même pendant les shoots, c'est difficile au début. Mais il faut avoir cette réserve exprès. C'est pour ça que la recommandation que j'ai faite, du coup, on a parlé pour reprendre pour les gens ne sont pas perdus, revenus plus élevés que les dépenses, il faut du coup avoir un peu de l'argent pour investir. Réserve d'urgence, avoir quelques mois de salaire à côté, ouvrir un compte PA et un compte titre, commencer à investir. Si vous êtes débutant, commencez avec des ETF. Du coup, allez dans ma chaîne voir les vidéos d'ETF, il y en a plein. S'informer. S'informer exactement comment ça marche, etc. Et là-bas, vous allez voir que j'ai une vidéo que je parle exactement de ça. Si vous avez des 100 euros pour investir par mois, vous allez mettre 150 dans les ETF ou dans les actions. 50 euros, ils vont rester là-bas, ils vont dormir justement pour profiter de la hausse. Là, je me sens dans l'obligation de parler de la partie un peu technique de ça. Il y a plein de recherches qui montrent que laisser un petit peu d'argent à côté comme ça pour profiter des crises ou simplement être 100% investi tous les temps, ça donne plutôt les mêmes résultats. Ça, c'est impressionnant, c'est contre-intuitif. D'accord. Mathématiquement, ça donne presque la même chose. Ça dépend de la période que tu analyses. Sauf que les premiers cas où tu es investi tous les temps, genre 100% de ton argent est investi, au moment que tu vas tout couler 40%, tu es tout tenté à tout vendre ou à débarrer de tous tes actifs et tu ne sais pas les bons moments de vendre, tu paniques psychologiquement. C'est pour ça que je recommande d'avoir de la réserve à côté. Mathématiquement, ça donne plutôt la même rentabilité, mais ça te permet de dormir très tranquille. Et au moment que ça va shooter, tu sais que tu n'achètes pas cher. Les facteurs psychologiques jouent beaucoup là. Ah oui, et c'est pour ça que je préfère avoir de la réserve à côté. Donc là, c'est vraiment un diviseur. Parce que moi, j'avais un collègue qui investissait, qui était un peu en bourse. Et c'est vrai que ça rythmait ses journées, en fait. Les hausses et les baisses de son portefeuille d'actions, il me disait que ça le mettait dans un bad mood quand ça tombait, que ça lui plombait sa journée. Et quand il y avait des hausses, il était virevolté, excité. Donc, je pense que ça, c'est justement ce qui permet de contrer cet effet où ton humeur elle est rythmée au rythme de la bourse, c'est d'avoir quelque chose de côté pour et profiter. Tu te dis, si ça tombe, ok, bon, ça me fait chier pour mes actions, mais je peux profiter. Exact. Mais quand je parle des shoots, là, c'est vraiment des shoots Covid, shoots subprime, shoots vraiment des vrais shoots pour profiter. Par exemple, ton collègue, s'il a du mal à regarder à chaque journée les cours de la bourse, il a quelque chose que ça va pas. Hein. S'il regarde sincèrement tous les jours, s'il regarde tous les jours. J'espère qu'il regarde pas ce podcast. Ouais, regarde, c'est pour toi. Parce qu'il a. T'imagines que c'est pas dans une journée qu'il va devenir pauvre ou va devenir riche avec la bourse. La bourse, généralement, elle monte quoi 0,4, 0,5, elle shoot 0,2, mais là, 0,3. avec le Covid, je pense qu'il y avait des shoots un peu plus. Ah non. Là, la semaine de Covid, le marché a shooté 36%. La semaine de Covid. C'était la chute plus rapide de l'histoire. Et la hausse maintenant la plus forte de l'histoire aussi. C'est incroyable la hausse. Ouais. Là, et toi, du coup, tu consultes à quel rythme moi, je regarde mon portefeuille personnel. Parce que comme j'ai des clients de consulting, je regarde des portefeuilles des gens tous les jours, je regarde les actions tous les jours. Mais mon portefeuille, je regarde 2 fois par mois, normalement, pour faire les achats. Du coup, quand je fais par mois. D'accord, sinon tu regardes pas. Sinon, je regarde pas. Ouais. J'ai fait des achats. Oui. Moi, je regarde pas. Ouais. Moi, je regarde pas, mais j'ai pratiquement rien. Et par exemple, fait pour me lancer. Et s'il y a une très mauvaise nouvelle d'une société que j'ai dans mon portefeuille, je saurais parce que, bon, je regarde les choses souvent, mais si la personne ne travaille pas dans la finance, et elle a un portefeuille d'ETF, un portefeuille bien diversifié, si elle a un portefeuille déjà bien diversifié, même si cette société ne va pas bien dans la bourse, c'est pas ça qui va faire la perte en fait. Parce que les autres sociétés vont remplacer cette société. C'est presque impossible d'avoir un portefeuille
avec toutes les actions gagnantes, hein, c'est presque impossible. Ouais. J'ai fait une vidéo dans ma chaîne que j'ai montré mon portefeuille des small caps. Small caps, c'est ce qu'on appelle des petites sociétés cotées en bourse. Du coup, une partie de mon portefeuille, ce sont des petites sociétés cotées dans la bourse française. Et j'ai fait une vidéo où je montre mon portefeuille de ces actions-là. Surtout que les actions que j'ai renforcées pendant la crise de Covid, du coup, que j'ai acheté plus. Les petites biotech, Je là. montre la rentabilité, etc. J'explique de chaque société. Et là, c'est un cas en fait pratique. On peut voir que si on renforce pendant la chute, on peut avoir un portefeuille gagnant. Et à ces moments-là que je montre la vidéo, et actuellement aussi, parce que je n'ai pas changé trop de portefeuille depuis. Et attention, il ne faut pas copier un portefeuille. Il faut chacun étudier son portefeuille, c'est très important. Il ne faut pas copier parce que moi, j'ai acheté, ça fait des ans, vous n'allez jamais avoir les mêmes actions avec au même prix que j'ai acheté. Vous voyez, il y a une grande nuance là. Mais ces actions, elles sont positives. Mais ce que je vais dire, c'est que c'est très rare d'avoir un portefeuille complet au positif. Par exemple, moi, j'ai commencé à investir entre 2011 et 2012 au Brésil. J'avais 21 ans. Maintenant, je suis presque à 31. Ça fait un moment, quand même. Et ouais, j'ai commencé à acheter des trésors brésiliens. On peut y revenir ça, comment j'ai commencé mes investissements. Mais actuellement, ce portefeuille est complètement positif. Mais c'est pas normal. Et j'ai dit dans la vidéo, le normal, c'est avoir 20% de ton portefeuille négatif. Sauf si tu peux deviner le futur. Combien de négatifs? Normalement, pour un portefeuille de small caps, des petites sociétés, une vingtaine de pourcents négatifs ou à zéro, qui ne performent pas bien, quoi, reste stable, c'est normal dans un portefeuille. Parce qu'en fait, les 60-80% positifs pèsent plus que 20% qui sont négatifs. Forcément, tu restes positif à long terme. Et j'ai une question par rapport à la diversification. Ok, une fois qu'on a suivi toutes ces étapes, on commence un peu, on a vu les vidéos, on commence à comprendre un peu comment ça fonctionne. Au niveau de la diversification, est-ce qu'il faut diversifier, bien sûr. Est-ce que par secteur, c'est-à-dire investir dans plusieurs secteurs de l'économie, et à l'intérieur de ces secteurs, diversifier également dans les entreprises? Est-ce que comment fonctionne la diversification justement? Pour la diversification, déjà, si on regarde de la façon macro, la diversification d'actifs, du coup, bourse, immobilier, métaux, etc. Du coup, plus conservateur tu es, plus tu vas diversifier dans plusieurs types d'actifs. Mais on va parler de quelqu'un qui vient de commencer et il commence avec la bourse parce qu'il ne veut pas faire un emprunt, par exemple, pour l'immobilier, il veut commencer dans la bourse. Dans ces cas, on va parler de diversification boursière. Dans ces cas, oui, il faut avoir au moins normalement 4 ou 5 secteurs minimum dans les portefeuilles. Donc on peut citer l'industrie, la technologie, la consommation, transport, la consommation cyclique, l'énergie, les métaux, la santé. Tu vois, là, ce sont des secteurs que tout le monde connaît. Du coup, la diversification sectorielle, déjà, c'est important. Et on va dire, il y a un autre type de diversification, c'est la géographique. Parce que, par exemple, si tu regardes simplement la courbe du marché brésilien entre 2012 et 2016, c'était horrible. Les marchés étaient même en perte. Si tu regardes l'Europe, elle a eu la crise de 2010-2011 aussi, que c'était qu'en Europe. Les États-Unis, il n'a pas eu ça. Si tu étais sur les États-Unis, c'était bien. Du coup, c'est là que je vais dire, il y a certains marchés qui sont décorrélés. C'est pour ça qu'il faut investir sur tous les marchés possibles. Ouais. Comme ça, tu sais qu'un marché ne va pas bien, l'autre va rattraper et dans la moyenne, tu seras positif. Du coup, diversification sectorielle, diversification géographique. Il y a un troisième type de diversification que je recommande à tout le monde. C'est un peu plus poussé, mais c'est important. Les petites sociétés n'ont pas les mêmes comportements des grandes sociétés dans la bourse. Tu peux imaginer Air Liquide, tout le monde connaît, c'est une excellente société, une société plus connue de la France. Et ça fait des décennies qu'elle a des résultats positifs, etc. Elle ne peut pas s'y multiplier, on va dire, faire un revenu 10 fois plus élevé l'année prochaine. Elle est déjà géante. Si elle fait 10 fois son revenu actuel, elle peut acheter la France entière. Tu vois, c'est des proportions colossales. Okay. Mais une petite société qui vaut 50 millions dans la bourse, pour aller à 500 millions, faire 10 fois, il faut qu'elle trouve des 3, 4 clients, des plus, par rapport à ce qu'elle possède. Du coup, en fait, un troisième type de diversification que j'ai dit toujours, c'est d'avoir des grandes sociétés dans les portefeuilles, mais aussi des petites sociétés. Gardez en tête que les petites sociétés sont plus risquées, justement à cause de la taille, des limitations qu'elles possèdent. Mais si tu regardes en fait, les courbes des grandes sociétés dans la bourse et des petites sociétés, dans des plages de 10 ans ou plus, les petites sociétés surperforment les grandes sociétés, car elles ont le potentiel, hein, comme j'ai dit, elles peuvent doubler plus facilement. Aussi, elle peut faire faillite plus facilement, mais à long terme, elle va gagner des grandes sociétés. Mais il y a des certaines périodes de 3 à 4 ans que les grandes sociétés quand même surperforment les petites sociétés. Du coup, si tu crées une décorrélation entre les grandes et les petites aussi, dans la moyenne, tu es plus positif que quelqu'un qui possède Air Liquide total dans les portefeuilles, par exemple. Ok, donc secteur, taille d'entreprise, les types. Exactement. Et la géographie. Et la géographie. Ça, c'est une diversification. Il y a beaucoup de paramètres dans la diversification et justement,
Moi, je pensais, oui, c'est juste une société A, une société B, une société C, genre Air Liquide, Airbus, qui sont dans différents domaines. Alors que non, en fait, il y a beaucoup plus de facteurs que juste le domaine. Si tu veux, je peux te faire un portefeuille avec 15 actions sans aucune décorrélation. Ils sont tous la même, si tu veux. Il suffit d'acheter, par exemple, Renault, des sociétés qui vont en fait vendre des parties, des pièces à Renault, des sociétés de prestations de services pour Renault, comme Alten, Naka, etc. Tu peux acheter 7 sociétés, à la fin, elles sont tous très corrélées. Si on ne va pas bien, les autres forcément... Exactement. C'est pour ça qu'il faut sortir des secteurs, aussi regarder des autres choses. Il y a des secteurs normalement qui, tu peux imaginer, qui vont performer bien. La technologie, tout le monde veut voir des technologies, Google, Facebook, etc. Mais est-ce que quelque chose se passe qui est dans les secteurs de la technologie? Tu veux voir ton portefeuille couler 50% parce que tu as quitté de la technologie? Bien sûr que non. C'est pour ça qu'on recommande de voir un peu des sociétés qui sont un peu décorrélées. Le marché, on va dire de l'immobilier, des sociétés comme Danone, qui c'est de l'industrie, de consommation, qui c'est plus stable, etc. Donc surtout pas aller au feeling et choisir des entreprises qu'on aime bien. Déjà, choisir, comme je t'avais dit, je recommande forcément de commencer par les ETF, que tu as diversifié. Et tu commences à acheter vraiment une action, tu as fait l'analyse de certains ratios que je trouve importants. Vous pouvez trouver dans mes vidéos aussi que j'explique chaque ratio. Mais quand tu commences à faire cette analyse des ratios, tu vas trouver une dizaine de sociétés qui te plaisent. Et là, tu choisis une ou deux. Tu passes un des mois. Après, tu achètes 2 ou 3 et tu passes un mois. Le problème, c'est que les gens sont très pressés d'avoir un portefeuille complet. Ah, là, je vais acheter que ça. Après un mois qu'ils sont dans la bourse. Si vous visez 20 ans, 30 ans d'investissement, les premiers portefeuilles, ça va mettre 1 an pour être établi, choisir les sociétés. Si vous voulez choisir tes sociétés. Pendant la crise du Covid, tu n'avais pas envie de faire de l'argent rapidement? Ouais, mais... Parce que tu pouvais faire du trading, ça rapportait quand même pas mal là, pendant le... Oui. Là, on parle... on parle d'un autre... Day trade, oulala, on parle... Normalement, bon, déjà... Quand on parle des day trading, par exemple, day trading, par définition, tu achètes une société dans une journée et avant de dormir, tu l'as vendue aussi déjà. Tu ne dors pas avec la société achetée, par exemple. Tu fais de la négociation dans la même journée. Il y a les swing trading que tu passes quelques semaines avec. C'est plutôt ça, peut-être ce que tu disais, c'est du swing trading. Et les swing trading, c'est beaucoup mieux que les day trading parce que déjà, tu as une période plus grande. Du coup... surtout dans les Covid, tu sais que ça a chuté, la tendance des hausses c'est plus grande. Mais les problèmes avec les day trading, ce n'est pas des mots sortis de ma bouche, mais des dizaines et même des centaines de recherches qui montrent que 10% des day trading et des swing traders sont gagnés après 5 ans d'investissement. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de variables à court et à moyen terme. C'est comme les mecs, j'avais dit, qui tapent ta porte tous les jours et disent est-ce que tu veux vendre? Est-ce que tu veux vendre? Il suffit un tweet d'Elon Musk, un tweet du président des États-Unis, un tweet je sais pas qui pour faire une action monter énormément ou chuter. Il y a tellement de variables que quand les mecs ils font l'analyse technique, c'est quelque chose, c'est vraiment une analyse, hein, c'est vraiment quelque chose basé scientifiquement, mathématiquement. Mais quand tu analyses ça et tu n'as pas trop d'expérience, la tendance de perdre c'est beaucoup plus élevée que des gains. Du coup, on est tenté de faire ça, mais quand tu connais les résultats, tu vois que ça vaut pas la peine en fait de jouer contre des variables qui sont très risquées à court terme. C'est pour ça. Surtout ne faites pas ça. Surtout ne faites pas. J'ai un peu fait, mais moi j'ai peur de perdre. Donc en ayant peur de perdre, j'ai gagné peu. Ouais, il y en a ça. Je pense que pour les day traders, les swing traders, les managements de portefeuille, c'est ce qui fait perdre en fait. J'ai connu des gens qui ont commencé à perdre et du coup ils ont commencé à mettre plus d'argent pour rattraper la perte. Il faut oublier les pertes passées, elles sont déjà passées. Tu essayes de gagner avec la quantité que tu en as. Et du coup, c'est la partie psychologique, comme on disait tout à l'heure aussi, qui va jouer. Oui, la partie psychologique je recommande franchement, je recommande à personne de faire des day trading si tu connais rien de la bourse. Et je pense que les gens font les schémas inverses, en fait, si tu veux. Il faut penser à investir à long terme, connaître les ratios de la société, comment fonctionnent les bilans, les comptes des résultats, des choses qui sont touchables. Tous les 3 mois, il a les résultats. Chaque année, il a les résultats. Les gens, ils commencent et disent... Ok, je vais devenir millionnaire, je vais commencer à faire du day trading, je vais regarder de l'analyse graphique. Je vais trouver l'entreprise à mettre tout de suite. Il y a plus de 50 000 analystes financiers à Londres, des dizaines de milliers aux États-Unis qui sont très bien payés pour analyser les sociétés tous les jours. Et ils ne sont pas devenus millionnaires du jour au lendemain. Toi, tu vas devenir millionnaire du jour au lendemain. Il faut juste réfléchir un peu à ça. Il faut bien faire de l'espoir. J'ouvre mon PEA, ça y est. Franchement, il n'y a pas d'argent facile. Et ben justement, en parlant de choses à ne pas faire, qu'est-ce que tu as fait au départ
Est-ce que tu t'es déjà cassé la gueule au départ Ah, quand t'investissais? mais Comment ça s'est passé? Une des premières astuces que j'ai passées là, que j'avais pas fait, c'est de la réserve d'urgence à côté. Il y avait un moment que j'avais besoin pour des choses personnelles, de l'argent. Et j'ai pris mon argent qui était très bien rentabilisé dans un investissement. J'ai eu besoin d'utiliser. Peut-être aujourd'hui, j'aurais 4 fois plus d'argent si à l'époque, j'avais pas fait ça. Ah oui, Ouais. oui. À l'époque, quand je commençais à investir, en fait, je commençais pas dans la bourse, je commençais avec, tu vois, les fonds d'euros qui rapportent rien comme les livrets en France. Mhm. Ça rapporte rien parce que c'est un argent sûr. Tu mets dedans et tu sais que l'État va t'assurer, etc. Au Brésil, on a la même chose que les trésors brésiliens, qu'à l'époque payaient 13-14% par an. Ah oui. Sur l'État brésilien, tu as sur 14-13% C'est pas mal. par C'est an. combien là, actuellement? Actuellement, ça, hein? ça montait à 4,75 maintenant. Ouais. Et parce qu'elle a descendu presque à zéro, maintenant Ah oui. elle monte un peu. Ouais. C'est qu'à 14%, t'as envie de. Et t'as du envie coup, d'injecter, hein. et du coup, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais si tu achètes un trésor, une partie de trésor à 14%, et qu'en fait les États ils vont décider de faire chuter encore les taux, la partie que tu as achetée à 14%, ça commence à se valoriser aussi. Du coup, tu gagnes encore plus, tu vois. C'est pas plus 14, mais c'est 18, 19, pour résumer. Ah oui. Ouais. Et du coup, ça veut dire que tous les 3 ou 4 ans, tu doubles l'argent que tu avais mis. Oh. C'est pour ça qu'au Brésil, on disait que C'est c'était les pays des rentiers. Si tu avais 1 million de reais, c'est que c'est à l'époque, c'était 200 000 euros, tu peux arrêter de travailler. Dire que ça vaut moins aujourd'hui. Mais ça durait entre 2011, 2015, 2014. Et c'est là, en fait, que j'ai eu besoin de l'argent. Parce que, bon, à l'époque, j'étais étudiant aussi. J'ai travaillé comme prof des mathématiques à côté. C'était pas énormément d'argent que j'avais. Mais j'ai fait la bêtise de tout investir, par exemple, dans les trésors, un peu avant de commencer dans la bourse. Et j'ai eu besoin de l'argent. Là, je vous assure que ça, c'était encore là-dedans à 18%, même que c'était pas énormément d'argent. Après 10 ans, ça fait 7-8 fois la quantité, hein, 20% par an, c'est énorme. On va dire dans le long terme, pas dans 10 ans, mais avec mon horizon des 30 ans que j'en ai là, ça fait énormément d'argent. Là, c'est une erreur classique. Ne pas faire la réserve, c'est une erreur Mais classique. t'aurais pas pu mettre aussi autant d'argent au final en faisant ta réserve. Mais voilà, Et là, je veux dire. là c'est juste l'émotionnel, ça jouait. Tu dis, je sais que c'est sûr là-dedans et je vais laisser. Une fois que tu prends l'argent, même que l'argent c'était sûr, c'était pas dans la bourse, c'était dans un trésor comme livret A, mais tu perds les rendements. Une fois que j'ai vendu à 19-18%, après en 2015, 2017, 2016, elle était plus à 14, elle était à, on va dire 7-8. Du coup, tu vois, ça perd énormément. Ok. Et juste pour expliquer pourquoi au Brésil c'était si élevé, normalement, les taux d'un État, il est attaché au risque du pays et l'inflation. Comme l'inflation au Brésil, c'était des 4-5%, ça veut dire que tu laisses ton argent chez toi. L'année prochaine, c'est comme si tu as perdu 5 ou 6%. L'État, il est presque obligé de te dire, OK, on paye au moins 5-6%, plus les risques du pays à l'époque, il y avait des pitchman, etc. C'est pour ça que des pays comme la France, l'Allemagne ou le Japon, les taux, c'est presque à zéro. Parce que c'est tellement sûr, il n'y a pas de risque que l'État a dit, écoutez, si vous mettez de l'argent ici, et je vous assure qu'au moins on les garde. Exact. Ouais. C'est ça. Donc tu perds au final avec l'inflation. C'est comme si tu perds, oui. 1% par an, 2% par an. Ouais. Tu perds quand même. Mais pas, et c'est ça que les gens réfléchissent pas en fait. C'est que ne pas investir, c'est perdre déjà. Tu es déjà perdant si tu n'investis pas. Tu mets de côté, les prix montent et ton argent il reste le même et il vaut moins. Et et comme j'avais dit, peu importe le type d'investissement qu'on avait dit, l'immobilier, tu veux acheter un peu de métaux, un peu d'actions, un peu d'immobilier, un peu de tout, c'est toujours mieux qu'il n'y a rien à faire. Je pense qu'il y a une sensation un peu virtuelle de se dire qu'on l'a, avec l'immobilier par exemple, de se dire que tu as un bien, tu le matérialises, tu peux le prendre dans tes mains. Je suis d'accord. C'est quelque chose que tu n'as pas, que tu dois vraiment avoir ça dans ta tête, que ton argent il est investi, que tu possèdes des micro-parts de certaines entreprises, que tu es un actionnaire, que tu fais partie, tu étais un propriétaire en quelque sorte d'une entreprise. Par exemple, Air Liquide, on peut acheter une partie des millions qui existent, mais si tu avais suffisamment d'argent pour acheter des milliers de parties, des décennies, des milliers de parties, tu pourrais être à la table avec les mecs d'Air Liquide et donner ton opinion. Ouais. Du coup, vraiment, tu es partenaire de la société et c'est pour ça que les sociétés versent des dividendes aussi. Les dividendes, c'est une partie des bénéfices que la société va verser vers les actionnaires. Et au contraire que les gens pensent que l'actionnaire, c'est quelqu'un avec la cigare à la bouche, avec les costumes, etc. Non, la majorité d'investisseurs dans la bourse, plus de 50%, sont des particuliers. Il y a un côté entrepreneuriat derrière, c'est-à-dire tu fais partie de l'entreprise, tu Exactement. Tu regardes qui c'est qui devient président, comment ça change. Tu la regardes vraiment avec un œil comme si elle était entièrement à toi. Exact. Et il y a même des recherches qui montrent que quand tu achètes une société, il y a les ratios, là, comme j'avais dit, que j'explique dans ma chaîne, des marges, etc. Il faut qu'analyser.
Mais c'est déjà montré que si tu achètes une société où les présidents il joue sa peau, ça veut dire son salaire il est attaché aux actions, ça veut dire si la société gagne, son salaire va être attaché à ses gains. Ce type de société a la tendance de performer beaucoup mieux que les sociétés où les salaires du président n'est pas attachés aux actions. C'est un très bon type, ça. Et du coup, c'est un type d'analyse des managements que vous pouvez faire, par exemple, pour analyser une société. Les ex-PDG de L'Oréal qui viennent de sortir de son poste, par exemple, il a une fortune de 400 millions d'euros maintenant en actions de L'Oréal. On ne va pas entrer dans les sujets si c'était juste qu'il gagne autant ou pas. Mais la société, elle n'a jamais performé si bien depuis des décennies. Et lui, il a fait ça. Et du coup, son salaire, il était attaché à des options d'actions de L'Oréal. Ça veut dire, si tu performes bien comme ça, tu gagnes, on va dire, une certaine quantité d'actions. Si tu performes encore mieux, plus d'actions. Au résultat. Et du coup, les mecs, ils travaillent 24-24, essaient d'économiser et faire les choses pour justement gagner. Du coup, il a tous ces côtés qui étaient partenaires vraiment de la société. Ce n'est pas un chiffre qui bouge dans l'écran. Vraiment, tu peux voter. Surtout quand tu achètes une petite société, une action de petite société, tu reçois même des lettres chez toi pour dire qu'on a des votes et tout ça. Même avec quelques actions. Tu peux avoir 10 actions à 500 euros, tu reçois ça chez toi. Ça dépend de la société. Tu reçois ça. Ces types des lettres déjà. Et tu penses que ça aide justement à quelqu'un qui veut monter sa propre entreprise? Le fait d'être dans cet univers de bourse, à regarder d'autres entreprises, ça l'aide peut-être à mieux penser à comment faire ses propres investissements, prendre ses propres décisions? Je pense que ça aide aussi à connaître un peu plus la politique, connaître les impôts, à connaître les managements d'une société, comment fonctionnent les marges, à savoir pourquoi, par exemple, Renault, Peugeot ont des marges nettes à la fin de tout l'argent qui rentre dans les sociétés. À la fin, 2%, 3% restent dans la poche. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de concurrence. Pourquoi il y a plein de concurrence? Parce que les autres pays, les Chinois et les Asiatiques, arrivent à faire presque la même qualité ou même mieux avec les mêmes prix. Et du coup, il faut baisser les prix et en fait, il faut négocier. Ça permet, évidemment, ça permet d'ajouter quelque chose de plus au niveau des connaissances comme citoyen, mais aussi si tu veux ouvrir ta boîte, tu vas connaître beaucoup plus par rapport les marges, les impôts, l'imposition et ce qui reste à côté. C'est sûr. Ok. T'avais une question, Tan. Vas-y, c'est quoi ta question, Tan? Comme eToro, tu vois. Ah. Ça, c'est de la merde, en fait. Ah, alors. J'aime bien la polémique. Alors, déjà, moi, Non, attends, je t'explique, parce que là, on t'entend pas très bien. Non, ça sera pas coupé. Hein. Viens. Parle au micro. De quoi? Non, mais on Non, t'entend mais il peut pas. parler, on t'entend non, mais pas. il peut parler Donc, en... Tan. Ouais, mais on l'entend pas très bien. Je pense qu'on l'entendra. Hein. Posez la question juste. Donc, Tan parlait justement de eToro. Est-ce que c'est pas bien? Il l'a pas dit avec ces mots-là, mais... Mais pour moi, c'est pas bien. Même moi qui avais testé, justement, j'ai trouvé que eToro, déjà, ils prennent des marges énormes. On vient de perdre un partenaire. Ils prennent des marges. Non, mais ils prennent des marges énormes à chaque fois que tu fais, j'allais dire un pari. À chaque fois que tu prends une action. Et aussi, c'est là où ça m'a déçu le plus, c'est quand tu récupères tes gains, ils se font encore une marge sur la différence entre dollars et euros. Il y a une chose par rapport les courtiers, on va appeler, c'est les noms officiels des courtiers comme eToro, Bourse Direct, Boursorama, DEGIRO, Interactive Brokers, etc. Une astuce que je n'utilise pas eToro, du coup je ne sais pas donner mon expérience dessus, mais une chose qu'il faut se renseigner déjà, c'est avec les utilisateurs, savoir comment ça se passe, comme toi tu as donné ton avis, mais surtout voir les frais cachés. Les frais cachés, c'est très important. C'était là le gros frais caché. C'est très important. J'ai plusieurs comptes, même des comptes que je n'utilise pas. Par exemple, j'ai un compte DEGIRO parce qu'il a certains actifs d'ETF, surtout qui ne sont pas disponibles sur certains courtiers, ils sont disponibles sur des autres. Du coup, comme j'ai fait les portefeuilles des clients, il faut que j'aille les comptes pour voir si sur son courtier c'est disponible l'action, les choses que je veux qu'il achète. Mais regardez, les frais cachés, c'est le plus important. Pour être sincère, les choses qu'on sait qu'il n'y a pas de frais cachés, Bourse Direct, Boursorama sont les deux principaux courtiers de la France. J'ai fait aucune publicité, j'ai pas des choses derrière. Moi, je suis chez Boursorama, je suis chez Shell. Et les deux ont pas des frais cachés en fait. C'est très clair, c'est que tu payes dedans et voilà. Sur Boursorama, tu peux prendre des bitcoins? Boursorama, non, tu peux pas prendre des bitcoins. Sur eToro, je suis même pas sûr que c'est vraiment un broker. Je crois que eux, ils achètent eux-mêmes leurs trucs et ils vendent à l'intérieur eux-mêmes genre leur propre truc. Je vois. Donc ils t'autorisent aussi à acheter des bitcoins, le pétrole, tout. Ouais, je vois. Ils donnent un peu trop de liberté peut-être à ceux qui viennent de débuter quand même, parce que quand tu es sur Bourse Direct et Boursorama,
Il a un questionnaire Un pour questionnaire, voir si ouais. tu peux acheter toutes les J'ai choses. tout raté. Hein. Ouais. J'ai tout raté. Là, il m'a dit, vous allez être. Tu sais, il te laisse pas, tu sais, il te Ouais, bloque un j'y peu. vois, j'y vois. Un autre jour, j'ai un compte Interactive Brokers américain, quand j'étais au Brésil encore. J'ai ouvert la version européenne. Et elle est limitée parce que bon, l'Europe ne laisse pas acheter des certains ETF américains, purs américains, faits par les Américains. Tu vois. Si c'est une société française qui a créé les paniers d'actions, en France, on peut acheter. Mais certains créés aux États-Unis, non. Du coup, j'ai créé un compte Interactive Brokers juste pour avoir un capture d'écran, etc. Montrer aux clients comment ouvrir un compte et tout ça. Et il y a un questionnaire aussi, tu vois. Et du coup, mais un questionnaire géant en fait. Il faut remplir une vingtaine de questions pour être sûr que tu peux acheter quelque chose. Des plateformes hétéro et des autres, peut-être c'est pas très à fond comme ça. Je conseille de toujours penser aux frais cachés surtout et parler avec les gens qui ont déjà acheté Et- avec certains courtiers. Et j'ai une question justement. Ouais, imaginons, j'ai pas envie de me lancer dans la bourse. Ok. Je veux que quelqu'un. Par contre, l'investissement, ça m'intéresse, mais je veux pas le faire moi-même. Mhm. Aujourd'hui, quels sont le chemin? Est-ce que toi, par exemple, tu proposes ça à tes abonnés, aux personnes qui te suivent? Est-ce qu'ils peuvent te contacter directement et dire voilà, moi, j'aimerais que tu gères mon portefeuille d'actions? Comment ça se passe? Voilà, j'ai les services des consulting financiers. Les consulting financiers, c'est que comme analyste financier, je guide les gens à bâtir un portefeuille de long terme. Du coup, les gens me contactent à travers mon site, Club des valeurs, etc. Arrivent vers moi et disent les objectifs. Déjà, on a un premier rendez-vous juste pour voir si la personne n'avait pas des baguettes magiques, devenir millionnaire le lendemain. Mais ce qui se passe, c'est que la personne, elle me dit, bon, déjà, je vais voir toutes ces informations financières en termes de patrimoine, le questionnaire que j'envoie et tout ça. Et avec ses objectifs, son horizon d'investissement, je vais bâtir un portefeuille et je montre à la personne, c'est elle qui va décider si elle est d'accord ou pas. Bien sûr que ça va peser parce que c'est moi, les spécialistes que la personne vient de chercher. Ça va peser, mais je vois si la personne elle est à l'aise. Et normalement, elle va être à l'aise parce que comme j'ai toutes les informations financières et personnelles, je fais quelque chose plutôt adapté, personnalisé. Pour une personne qui ne veut pas casser la tête, du coup, c'est pas ces cas-là parce que consulting, après, j'ai fait les portefeuilles pour que ça soit le plus facile possible pour que la personne puisse gérer par soi-même. C'est l'objectif que la personne gère par soi-même. Je ne prends pas les mots de passe, quel que soit. C'est la personne qui investit. Si la personne ne veut pas casser la tête, elle veut investir, par exemple, dans la bourse, mais sans casser la tête, même ne pas acheter des ETF, une façon d'investir, c'est aller dans des fonds, acheter des fonds d'investissement. Du coup, quand même, tu as besoin d'aller une fois par mois et acheter la part, mais c'est quelqu'un, un gérant, qui va prendre soin de ton investissement. Il y a des centaines à Paris. Chacun va être spécialisé sur un type de marché, les marchés entiers, les marchés français, européens, etc. Il a comme partout, il a des excellents fonds, il a des excellents qui ont des performances horribles, et même en particulier comme nous, achetant des ETF, arrive à battre la rentabilité de certains fonds qui ont des spécialistes dedans. Par contre, il y a là une dizaine à Paris, avec des bonnes personnes dedans, des gens vraiment qui savent ce qu'ils font, avec des stratégies et disciplines, qui arrivent à battre les indices des ETF, par exemple. Si l'ETF fait 10%, ils arrivent à faire 14% toutes les années. Une contrainte, c'est juste que les frais sont plus élevés. Du coup, tu dois payer, bien sûr, il y a quelqu'un qui prend soin de ton argent, tu dois payer 1% à 2% et demi par an. C'est qui va en fait diminuer beaucoup ta rentabilité de long terme. Parce que 1-2% par an en intérêt composé, parce que ça commence à s'accumuler d'année en année, ça fait diminuer beaucoup la rentabilité. À la fin, acheter des ETF par toi-même et investir dans un bon fonds d'investissement, ça donne presque la même chose. Il n'y a rien de mieux que prendre soin de son épargne par soi-même. Il faut juste au début passer un peu de temps pour te former un peu, etc. Mais ça se paye. Ça se paye en termes des frais que tu vas payer à quelqu'un. Si tu n'as vraiment pas aucune envie, tu peux aller dans des fonds d'investissement. Ça sera une manière aussi facile. Ou sinon, acheter un ETF monde à la fin de chaque mois aussi. C'est une manière d'acheter et rester tranquille. Et moi, j'ai une question, c'est comment tu te renseignes sur les entreprises vraiment? Déjà, comment tu les déniches? Comment tu les trouves? C'est-à-dire, moi, je fais... je connais Air France, je connais Airbus. Non, Ils on ont a bien tendance à baissé. vouloir cette deuxième, Ce ouais. qu'on connaît, en fait, on va sur ce qu'on connaît. Mais et même le reste, comment le dénicher, en fait? Je vais donner mon exemple. J'ai connaissé les marchés brésiliens. Du coup, je suis arrivé en France et j'ai dit ok, j'ai fait de mon argent ici, j'ai travaillé ici maintenant, je vais investir ici. Surtout à cause des impositions, avoir un compte là-bas et ici c'est bordélique. Et du coup, j'ai ramené la majorité de mon argent en France. Et du coup, je connaissais pas trop les marchés français, sauf Total, Danone, des marques qu'on voit tous les jours. Et du coup, ok, bien sûr, quand je commençais à étudier pour être analyste, je commence aussi à connaître plus les sociétés. Mais ces débuts-là que j'étudiais pas encore pour être analyste et je voulais investir en France, il fallait dénicher les marchés. Comme tu dis là, quelqu'un qui... Moi, c'était pire parce que vous, par exemple, vous connaissez des marques
naturellement, comme vous êtes français, etc. Vous savez, certaines marques, moi, comme brésilien, j'ai Je connais jamais entendu Mercialis. parler. Oui, Non, c'est pas une marque Marcialis. qu'on connaît. C'est C'est tout. une marque spécifique qui gère des centres commerciaux. en fait. Il y a une grosse dividende dessus, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il connaît. Il connaît. C'est quoi cette boîte-là? C'est une boîte qui gère des centres commerciaux. Ouais. Par exemple, Créteil Soleil, je crois que c'est à eux. Ah, ok, d'accord. Et du coup, il fallait dénicher. Et du coup, la méthode, parce que quand on investit dans la bourse, on parlait des day trading tout à l'heure, Ouais. des analyses techniques, on va dire, parce qu'on va regarder des graphiques et tout ça. Quand on va investir à long terme, on a une chose qu'on appelle analyse fondamentale d'action. On se base sur les fondamentaux de la société. C'est quoi les fondamentaux? Les niveaux de dettes, les niveaux de rentabilité, c'est plutôt comme ça, et les niveaux de management, comment on va juger s'ils font des bons choix ou pas. En fait, que tu connais ces principes, tu peux aller dans n'importe quel marché pour chercher des sociétés. Du coup, il y a des sites disponibles comme Yahoo Finance, Investing. Tu peux entrer dedans. Ces ratios que je viens de dire là, des dettes. Ah, je ne vais pas des sociétés qui sont au niveau des dettes de plus de 30% par rapport à son patrimoine. Il va du coup de la liste des 750 sociétés, ça tombe à Il va te 400. filtrer. Ouais, ça tombe à 400. Après, je ne fais pas de société des marges inférieures à 4%. Il va Tu diminuer peux mettre ce encore. filtre-là sur. Ouais, ouais. D'accord, Et j'ai ouais, montre c'est dans pas ma mal. C'est top ça. et j'ai montre dans ma chaîne Comment comment ça faire ça s'appelle, par soi-même. Ça vaut une bonne formation payante de 500 euros, Ah que oui. c'est gratuite sur ma chaîne. Vous pouvez aller là-bas Et chercher la chaîne comment les faire. s'appelle comment Club. on te retrouve? Club des valeurs, investir à long terme. Vous allez me trouver là-bas. Et là-bas, je montre du coup comment j'utilise un site comme ça. Et je mets vraiment des critères que moi j'utilise. Et vous allez voir que ça dépend de l'époque, ça dépend des trimestres, des gains des sociétés. Il y a certaines sociétés qui tombent bien dans tous mes filtres. Et les trimestres prochains, non, parce qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, par exemple. Ça, c'est super ça. Une fois Et- que tu connais les indicateurs, tu peux. Exact. Tu filtrer. connais les indicateurs, tu tombes dedans, on va dire 80 sociétés. Normalement, si tu appliques ça dans chaque pays du monde, tu vas filtrer, tu vas tomber dans. On va dire que tu vas tomber dans les 20% des sociétés qui tombent dans les critères. Les 80% passent direct. D'accord. Il y a un avantage et un inconvénient de faire ça. Un inconvénient, c'est que des sociétés qui ne sont pas trop bien maintenant, elles peuvent se récupérer et bien performer dans la bourse et devenir des excellentes sociétés et tu vas acheter juste après. Du coup, tu as raté les débuts de la croissance. Mais ça permet surtout pour ceux qui viennent de débuter dans la bourse de choisir que des sociétés, des bonnes sociétés. Au moins, tu sais que certains ratios sont déjà assurés, tu sais que la rentabilité est énorme, elle n'est pas endettée. La règle numéro 1, on va dire des ratios, c'est n'est pas choisir une société très endettée. Une société sans dette ne fait pas de faillite. Si elle ne fait pas de faillite, on perd partout dans la bourse. Du coup, c'est un peu logique la partie de la dette. Du coup, j'ai créé des filtres. J'en ai beaucoup aussi que j'ai écrit, il y a une soixantaine de pages et que j'ai partagé gratuitement aussi sur mon site pour exactement connaître chaque ratio. Et avec ces ratios, des 700, tu tombes sur 80. Et là, tu vas me dire, je pense, 80, c'est beaucoup quand même. Comment on te retrouve sur ton site internet? Comment ça s'appelle? C'est clubdesvaleurs.com, tout simplement. Ok. Comme On ça. mettra tout dans la description de la vidéo. Ouais. Et au passage, mettez un petit pouce bleu. Exact. Abonnez-vous. Abonnez-vous, Vous abonnez-vous. avez bien appris abonnez-vous. la phrase. Abonnez-vous à la chaîne. Ouais. C'est là, là, Voilà, là. et la cloche. Hein. La cloche, La avec les cloche, alertes. exactement. Laissez un Et commentaire. abonnez-vous surtout à la chaîne Club de Valeurs. Et Et aussi, voilà, il y a énormément de contenu. Et voilà, tu vas arriver sur 80 sociétés. Là, j'ai dit, ah, c'est beaucoup. Mais comme je t'avais dit, si tu respectes les critères de diversification qu'on avait parlé tout à l'heure, Donc après, tu prends des domaines différents. exact, et tu vas dire puis- énergie. Tu vas trouver 5-6 sociétés qui ont passé par les filtres et qui sont dans l'énergie. Et des 5-6, tu vas choisir 2 par exemple. Et tu commences à bâtir ton portefeuille comme ça. Au début, ça semble que c'est pas bien, c'est pas performant, c'est pas trop quand même parce que tu as regardé certains ratios, mais tu C'est pas à au bout fond. d'un mois au moins que tu commences à voir. un peu de vert, Exactement. quoi. C'est Sauf si y a le Covid qui arrive. Et paf. si tu n'as pas une société qui pèse plus de 7 ou 10% dans ton portefeuille, même si c'était un mauvais choix, tu as besoin de vendre avec un peu de pertes, les sociétés qui ont gagné un peu, elles vont carrément rattraper cette perte-là. Du coup, aussi, par rapport aux poids, pour ceux qui commencent, on a tous, n'est pas dépasser les 7-10% sur la même société dans les portefeuilles. Et est-ce qu'il y a des moments où tu vas devoir revendre des actions, en fait, faire un peu de trading, je sais pas, au bout de 3 ans, par exemple, Ok. tu te dis, voilà, bah sur Total, je vais vendre mes actions et je vais les réinvestir sur une plus petite société. Mhm. Est-ce qu'il y a cette démarche de changement d'action dans ton investissement long terme ou alors tu investis, c'est fini? À la retraite, je retire tout. Excellente question, ça pourrait donner un sujet d'un podcast de 3 heures. Là, je pourrais parler 3 heures par rapport à ça. Parce que, Ah oui, d'accord. parce que là, je vais donner les 2 cas les plus simples. Il y a la méthode américaine qui s'appelle buy and hold, c'est acheter et conserver.
où tu trouves une bonne action, un bon prix, excellent management, t'achètes et tu ne vends plus jamais, sauf quand tu arrives proche à ta retraite ou ton objectif qu'on avait établi. L'objectif, oui. Exactement, Warren tu Buffett, vas c'est ce qu'il vendre. fait, non Warren Buffett, Ouais, c'est sa buy mentalité. hold. Mais Buy hold. il a des objectifs, lui. Ça y est. C'est bon, non? Il réussi, il est bon, là. Ouais, là, c'est Là, il bien. peut retirer, là, maintenant. Faut profiter, C'est non? quoi son horizon? Il a 91 ans et c'est lui qui fait la présentation de la société des données ratio financiers chaque année. Les mecs, il est hors concours, quoi. Mais bon. Et du coup, tu peux choisir simplement de faire les buy and hold. Et dans les buy and hold, c'est ma philosophie d'investissement, je vais vendre la société quand les fondamentaux sont plus bien. Ça veut dire, quand j'achète une société, j'ai fait les filtres que je viens de te dire. Ok. Du coup, je sais les filtres. Je sais que j'ai acheté des sociétés qui ont moins des marges comme ça, des rentabilités plutôt comme ça. Et j'ai écrit aussi, quand j'achète, j'ai dit, j'ai acheté aussi parce que je pense que le management est bon, j'ai gardé les ratios. Je laisse écrire. Tu prends des notes Dans sur un ta Excel. mentalité. Dans un Excel, oui, j'ai pris des notes pour ne pas tomber dans des biais émotionnels au futur. J'ai fait des notes comme ça. J'ai vu qu'il... Ah, c'est beau, ça. J'ai- très intéressant. Ouais, parce qu'après, quand quelqu'un qui te fait confiance arrive à toi et dit, oui, mais je pensais que cette société-là, elle est un peu merdique Aïe, et tout aïe, ça. aïe, là, Tu relis tes notes, et là, tu Si dis... tu lis tes notes, tu dis, oui, moi j'avais ces raisons-là et je vais la vendre quand ces raisons sont pas bonnes. C'est pas quand quelqu'un d'autre vient me dire, c'est pas bon. T'as tes Et- valeurs d'investisseur, et Ouais, tu les respectes. exact. Et du coup, par C'est exemple, si les marges, pour une cause qu'on sait pas trop, sont pas bonnes après, une année, tu commences à alléger, tu peux même vendre la société si elle va pas bien. Il n'y a pas de souci en termes d'échanger de société. Vendre tes actions. Te vendre, T'as dit la société. Toute la boîte. tu vois, dépend. il faut voir comme un partenaire. Voilà. C'est ta boîte quand même. Et du coup, tu vas vendre ton action. Et si tu trouves une nouvelle opportunité meilleure par rapport à celle qui t'en a dans ton portefeuille, aussi, tu vas vendre une société et acheter une autre. Normalement, les turnovers, les taux d'échange que tu fais dans une société quand tu es dans les buy and hold, c'est d'environ 10-15% par an. Du coup, si tu as une quinzaine de sociétés, tu vas changer 2 par 1 normalement. C'est ça la moyenne si on prend les études des Américains. si tu veux. D'accord. Donc Ok. dans le buy and hold, tu vends quand même? J'ai pas compris. Les buy and hold, tu vends quand même. Tu vends quand D'accord. les principes ne sont plus respectés. Exact. Il y a aussi, du coup, le deuxième cas, qui est quand tu penses que la société elle a déjà très performé et que les prix qu'elle a dans la bourse maintenant, c'est plus réaliste. On va dire par exemple, une société, elle double les bénéfices. OK? Du coup, l'essence commun dit quoi? Que les cours de la société, les prix qu'elle a dans la bourse, doit doubler. Mais il y a certaines sociétés qu'elle fait les doubles de bénéfices et ça monte 4 fois plus. Et du coup, tu dis, c'est pas réaliste dans les points de vue économiques. Ça veut dire qu'il y a des spéculations dedans. Du coup, il y a des investisseurs qui souhaitent quoi? Vont vendre une partie, garder la plus-value, les gains, gardent un peu de la société quand même, mais a déjà gardé la plus-value. Si elle tombe, au moins, tu es déjà au positif. Du coup, il a les deux types de pensées. Tu peux faire les deux. C'est pour ça que j'ai dit que je pourrais parler 3 heures parce c'est infini ce que tu peux faire. Tu peux mélanger les deux. Tu peux avoir une stratégie de chaque fois que tu fais 20% des plus-values, décider de tout vendre. À chaque fois que tu fais 50% des plus-values, tu descends de vendre la moitié et acheter autre C'est chose. avec Tu vois, l'expérience, c'est avec le temps, l'expérience et ta personnalité. exact. Et tu peux me demander, oui, mais c'est quelle la manière la plus performante? Parce que là, c'est là que On je veux veut le savoir. voir, les les petits plus performantes. Les plus On veut performantes. savoir. Les rééquilibres, il est important pour avoir du gain à long terme. Du coup, il y a beaucoup de recherches qui montrent que simplement laisser, si tu as fait des choix bien en termes de timing, que c'est très difficile d'avoir dans la bourse. Personne ne peut deviner le futur dans la bourse, mais si tu achètes une bonne action à un bon prix réduit par rapport aux concurrents et tout ça, tu vas avoir une bonne rentabilité. Du coup, tu peux laisser. Tu peux laisser faire 5%, des 5%. Mais c'est chaud psychologiquement. C'est extrêmement très dur psychologiquement. Moi, je revends. Et Mais après, ils je vendent vois. direct. Moi, je vends. Au bout d'un moment, je vois que je suis gagnant assez, on va dire. Mm. Je vends. Mm. Toi, Et t'as après, un je vois, swing. ça augmente, mais tellement, je me dis. Ouais. Tu fais Tu- du swing trade. Ouais, c'est plus du swing Maintenant, je trade. connais. On connaît les termes. maintenant. Et tu sais, une manière que j'ai commandé à tout le monde là. Mais qui là, je voit- regarde plus. Ok. J'ai mis, je regarde plus. Une manière de faire bien les managements et ne pas casser la tête et faire comme toi fais, garder les gains mais quand même laisser tomber, ne pas laisser tomber la société, c'est t'établir déjà au début, mais il faut être un peu plus discipliné au début. Tu vas établir un poids cible pour chaque société dans les portefeuilles. Ça veut dire, si tu as 10 sociétés, chacune va payer 10%, pour faire simple là pour nous. Okay? Et du coup, cette société, elle a monté 50% dans la bourse. Du coup, elle va aller vers 15% du poids de ton portefeuille, en supposant que les autres ne vont pas performer si bien, vont tomber aussi, tu vois. Des autres sociétés vont peser moins de 10 et celle-là va arriver à 15. Du coup, on établit qu'une fois qu'elle touche à 50% au-delà de la valeur cible que tu avais établie, des 10%, tu vas vendre 25% de cette valeur. Du coup, tu fais 0,25 fois la valeur que Tu tu vas pas en vouloir as. investir dans les autres? Pour Et équilibrer. tu vas vendre cette partie, tu peux acheter sur des autres sociétés que tu intéressées, des autres rééquilibrées. Et du coup, tu gardes les gains sans vendre toutes les actions de cette société que tu possèdes dans ton portefeuille. Du coup, c'est une façon de faire les buy and hold. Tu gardes toujours.
mais toujours avec les côtés émotionnels tranquilles, sauvegarder tes gains. C'est une belle manière aussi de faire le management. Je conseille presque à la majorité d'investisseurs de faire comme ça. Plus tu as de l'expérience dans la bourse, plus à l'aise tu viens en termes de laisser. Ça dépend aussi, c'est très personnel, tu sais, la version au risque. La version au risque, c'est peut-être il y a des gens qui sont 20 ans dans la bourse, ils font 20%, ils vont vendre. C'est la façon d'être, ils n'ont pas tort. Il faut que tu sois tranquille les soirs pour dormir avec ton portefeuille. Si tu n'es pas tranquille les soirs, ce n'est pas les bons portefeuilles pour toi. C'est pour ça qu'on ne peut pas simplement copier les portefeuilles de quelqu'un. Quelqu'un va regarder ma vidéo, dire ok, parce que je viens de parler tout à l'heure, que c'est tout en positif. Bon, c'est VGT. Et du coup, une société ne va pas performer bien un trimestre, elle va faire moins 10%. Et moi, je suis déjà à plus 80. Du coup, pour moi, ça va devenir à 70. Ça m'y va. Et j'ai acheté, ça fait 3 ans. La personne, elle arrive à acheter maintenant. Elle arrive à acheter déjà au sommet. Ça tombe 10% et elle panique, elle ne sait pas quoi faire. C'est pour ça qu'on ne doit pas copier. Chaque portefeuille doit être pour chaque personne. C'est justement peut-être la différence avec l'immobilier. C'est-à-dire si quelqu'un te donne, regarde, j'ai trouvé une affaire, achète l'appartement à côté, fais un prêt avec moi. Ça a peut-être du sens parce que à ce moment-là, ça sera rentable et l'investissement a du sens. Ça peut être plus touchable. Voilà, mais si les personnes regardent les vidéos, je peux comprendre qu'on soit tenté de vouloir faire pareil, de vouloir savoir dans quoi tu investis, quel est ton pourcentage et faire exactement la même chose. Mais comme c'est pas figé. Exactement. Il y a une chose aussi qu'il y a certains youtubeurs qui montrent un portefeuille et ils vont faire d'achat. Moi, comme analyste financier, je suis attaché à la Société française d'analyse financière. Je ne peux pas simplement dire j'achète quelque chose. Je ne peux pas me montrer le lendemain. J'ai acheté ça, c'est une belle société et tout ça. Parce que là, c'est une manipulation des marchés. Je peux perdre mon diplôme, par exemple. Ah oui, parce que parce que j'ai bénéficié de ça. Les gens vont investir en même temps. Maintenant, j'ai 5000 abonnés, mais il y a, on va dire, 200 000 personnes qui ont accès à toutes mes vidéos que j'ai déjà fait par mois. Une fois que j'aurai, je sais pas, 20 000, 30 000, il sera 1 million de personnes qui peuvent voir. Et j'ai dit, écoutez, cette petite société-là semble bien, blablabla. Et si j'ai fait ça, et la société monte, etc., et les gens me dénoncent à cause des manipulations de marché, je peux perdre mon diplôme et je perds tout ce que je possède. C'est pour ça que je fais très attention et j'ai mis beaucoup de temps pour faire cette vidéo que j'ai montré mon portefeuille, justement à cause de ça. Et quand j'ai montré, j'ai parlé pendant 5 minutes avant. Exactement, il y a tout ce qu'il y a dedans. Et quand même, il y a des gens qui m'ont cherché après pour faire les portefeuilles après, des clients qui sont venus grâce à YouTube, qui ont connu mon travail, ont demandé de faire le consulting. Et ils ont dit, ah oui, je commençais ça fait 1 an, regarde mon portefeuille. Et là, c'est des ETF dedans et tout. Et tu vois je vois mes actions dedans. Mais non. C'est la même chose. Sauf là, comme je disais, j'avais acheté à la fin 2018, à début 2019, bien avant la crise Covid. Du coup, j'avais acheté quelque chose qui aujourd'hui c'est à 7 €, je vais acheter à 4 €. Sauf que la personne a acheté à 6,80 €. Tu vois? Et du coup, là, bien sûr que les potentiels c'est moins élevé parce que la société a déjà bien performé, a eu des bons résultats. Comme les sociétés sont dans mon portefeuille, je crois que ce sont des bonnes sociétés. Mais ça ne veut pas dire qu'elles vont performer bien pour toujours. Les timings d'achat, c'était un autre. C'est pas le même moment. Pas les mêmes moments. Exact. Si la personne elle veut acheter et elle sait déjà que les potentiels, c'est pas les mêmes, parfait. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Du coup, il faut bien réfléchir par rapport aux achats et les timings. Et du coup, j'imagine que comme tu es ingénieur, tu as une autre activité à côté. Les collègues ou même à l'époque où tu étais juste étudiant, ils disaient mais qu'est-ce que je fais maintenant? Exact. Où est-ce que j'investis? Donne-moi la clé. J'essaye toujours du coup quand la personne me demande c'est quoi l'action de moment, je sais que la personne elle va acheter juste parce que j'ai dit, après elle sait pas quoi faire au moment des ventes, faire le management. Du coup, je garde toujours regarde tel ETF parce que je sais déjà que c'est bien diversifié, regarde tel ETF ou regarde ces secteurs-là. Et je laisse les boulots à la personne au moins de dénicher les secteurs que je pense que dans les moments ils performent bien, quoi. Et ça, c'est une belle manière aussi d'inciter les gens à chercher par soi-même. Si quelqu'un dit arrive à toi et dit achète cette société, il faut se méfier parce que c'est toi qui va. Il m'a déjà appelé, il m'a dit achète ça. Parce qu'à la fin, c'était d'accord avec les principes que la personne avait dit. Comme je t'ai dit, c'était écrit là, j'achète à cause de ça, grâce à ça. Si il y a Elon Musk qui écrit un truc, il faut acheter. Mais faut acheter et vendre. Le moment où tu le vois, c'est déjà trop tard. Il faudrait qu'il te le dise avant de faire un tweet. C'est impressionnant ce qu'il peut faire dans les marchés. C'est incroyable. Tout de suite, il dit un truc. Quand il a dit télécharger Signal. Ça a monté énormément. La même chose pour les Dogecoin. Pour l'autre, là, comment il s'appelle, Clubhouse. Pareil. Ah non, mais plein de sociétés, ils ont changé. On se connecte plus sur quand Trump aussi faisait des tweets, ça faisait couler les marchés. Quand il parlait quelque chose de la Chine,
les marchés américains tombaient, les marchés chinois, la même chose. Lui, il organise très bien son portefeuille Ouais, d'actions. j'ai pensé aussi. Avant son tweet, il s'organise pour... Mais il a le droit de faire ça, c'est légal, c'est bizarre quand même. Non, c'est pas légal. Bon, Si par exemple il achète, je sais pas, allez, il a mis 100 millions sur les bitcoins. Il envoie son petit tweet, voilà, maintenant on peut... C'est son avis personnel. Il est juste sur un réseau social comme n'importe qui. Quand c'est sur des actions, c'est un peu chaud. Si l'autorité pense qu'il a fait vraiment exprès et il va montrer qu'il a fait un achat 1 heure avant de parler les jours, il peut avoir de mal, il peut payer des amendes et tout ça. Mais par exemple, s'il le fait 6 mois avant, il sait qu'il va le faire. C'est très, il a des nuances, tu vois. Comme il a des nuances, c'est un peu compliqué. Et surtout avec quelqu'un avec un pouvoir énorme, quelqu'un qui est dans les médias tous les temps, c'est un peu compliqué. Après, on peut très bien lui dire, bon, t'as déjà 100 millions de plus, c'est pas grave. Il a acheté 100 millions en bitcoin ? Je sais pas, non. Ils ont acheté plus d'1 milliard 500 000. Oui, exact. Tu penses que le bitcoin, il va remplacer la monnaie physique ou pas ? Moi, j'ai un avis un peu différent par rapport aux bitcoins. J'y crois au bitcoin comme une partie. On a parlé des secteurs tout à l'heure. On a la technologie. Dans la technologie, pour moi, on a les bitcoins. Tu vois, je vois comme une partie d'un secteur. Okay. Parce que moi, je vois mon portefeuille global, ou le portefeuille d'un client de manière globale, du coup, l'immobilier, les cryptos, les métaux, etc. Et du coup, je vois les crypto-monnaies comme un type de devise, du coup, comme tu achètes de dollars, etc. Sauf que c'est bien sûr numérique, qu'il y a la décentralisation, on n'a pas l'État au milieu de l'histoire, c'est que c'est génial. Mais il ne faut pas, en fait, je ne crois pas qu'il faut surpondérer quelque chose, jamais dans les portefeuilles. C'est pas parce que le Bitcoin est déjà fait à plus de 20 000% qu'il va continuer à faire, il peut les faire, mais c'est pas pour ça que je vais mettre 50% de mon portefeuille dessus avec telle volatilité. Il faut déjà savoir si tu es prêt pour acheter telle technologie. Si tu ne comprends pas bien, tu penses que ça ne va pas aller, non. Si tu vas, en fait, si tu as des autres types d'actifs dans les portefeuilles, c'est que je vois à ces moments, c'est des gens qui n'ont jamais investi, qui mettent tout l'argent qu'ils ont à côté dans des cryptos. Ils peuvent être très gagnants, mais aussi psychologiquement, c'est très très dur. Moi, j'ai un ami qui a investi beaucoup d'argent sur le Bitcoin. Il me disait, tous les soirs, il se réveillait toutes les 2 heures de stress. C'est invivable. Et il voyait des fois, il allait bien, effectivement, genre, et après, il voit un moins 17%. Oh, quand tu vas bien, c'est cool. Il a une phrase, même un mantra connu des analystes financiers, ça veut dire si tu dors bien avec ton portefeuille, ce portefeuille n'est pas fait pour toi. C'est simple et c'est clair. Si tu dors bien avec ton portefeuille, il est fait pour toi. Et en fait, si tu as du mal à tenir ces portefeuilles, il y a un risque qui n'est pas proportionnel à ton aversion au risque et ton historique. Okay. Si vous voulez, dans la bourse, c'est un principe basique, c'est la rentabilité, elle est directement proportionnelle au risque. Du coup, plus quelque chose a des risques, plus on peut gagner et plus on peut perdre aussi. L'exemple, on va donner l'exemple plus sûr, les livrets A ou les fonds d'euros ou les trésors brésiliens. L'État t'assure ça. Il faut que l'État fasse faillite, mais l'État il peut imprimer de l'argent. Tu vois, c'est quelque chose, genre un État faire faillite, c'est... Du coup, pourquoi ils vont payer en France 0,25%? 0%. Parce qu'il n'y a pas de risque. Du coup, on va maintenant acheter des trésors, des obligations, des entreprises. Ça veut dire, à la place d'aller à la banque, ils vont demander aux investisseurs, donnez un peu d'argent à moi, je te promets de payer 5% par an. Là, ça augmente un peu les risques parce que ce n'est pas l'État qui t'assure, c'est une société. Elle peut faire faillite. Qu'une entreprise fasse faillite qu'un État. Tu es d'accord avec moi qu'elle doit te payer du coup plus d'intérêt qui est l'État parce qu'en fait, elle a plus de risques. C'est pas sûr. À la fin, la finance, ça devient facile de comprendre quand tu vas tout en termes de rentabilité et risque. Du coup, tu vas dans une action, une biotech, ils vont dire qu'ils vont découvrir quelque chose qui va guérir les cancers, etc. Wow, s'ils font ça, il va vouloir des milliards, etc. Mais tu sais que la probabilité que ça ne se passe pas, c'est énorme aussi. Du coup, tu peux trop gagner, tu peux trop perdre. C'est rentabilité. Enfin, tu peux perdre ce que tu as investi. Exactement. Et du coup, c'est toute une question de rentabilité-risque. Pour les bitcoins, c'est la même chose. Du coup, je ne vois pas de mal d'investir dans les bitcoins. Il y a des clients qui veulent investir dans les bitcoins. Moi, j'ai acheté récemment des Ethereum, mais ça pèse. Genre, c'est négligeable par rapport à mon portefeuille, tu vois. C'est simplement pour moi. J'ai un secteur technologie. Dans la technologie, je suis dedans dans la technologie. Là, le secteur de technologie dans mon portefeuille. Et dans cette partie, j'ai un peu des crypto-monnaies qui représentent la technologie de la blockchain. Toi, tu utilises sur Boursorama, tu peux acheter des crypto-monnaies? Non, il faut passer par Binance. Tu as plein d'endroits en fait, tu as plein d'endroits où tu te connectes pour au final acheter. Donc ton portefeuille en fait, il est sur plein
je veux dire, d'applications, plein d'endroits au final. Je suis d'accord ouais, C'est ça un dépend peu, d'actifs. c'est un peu, C'est- c'est pas un peu chiant cette idée de se dire j'ai plein d'endroits où il y a de l'argent à droite, à gauche. C'est pas facile de manager, bien sûr, il faut avoir un Excel à côté ou un outil, simplement une application pour mettre toutes les informations. Sur Google Sheets, tout ça, Excel par exemple, on peut utiliser un Excel en ligne en fait. J'ai déjà montré dans ma chaîne comment les faire pour manager un portefeuille. Tu peux rentrer toutes les informations des actions sont en ligne, elles sont actualisées à chaque minute en fait, tu vois, les prix et d'accord, tout. même ton Excel. Ouais, et tout, tu vois ton comme ça. Excel bouger toute seule, c'est D'accord, en automatisé. même temps. C'est exactement Ouais. ça. Pour les actions, c'est possible de faire ça. Pour certains types de crypto-monnaies, j'ai déjà montré comment faire ça, au moins pour les 10 plus connus, j'ai déjà fait aussi sur ma chaîne comment faire ça. Pour les ETF, c'est dommage qu'on ne peut pas faire ça, parce que des ETF, comme ce sont des sociétés comme Lixer et Amundi qui vont créer les paniers d'actions, tu ne peux pas en fait avoir... Google ne va pas avoir toutes les informations Intégration, ils ont pas, intégration. Et du coup, si tu ne fais pas de ton côté un Excel à toi, tu notes combien tu as acheté, etc., ça devient un peu... c'est difficile de faire le management. Il faut être discipliné aussi dans le sens de noter les choses que tu fais, quoi. Écoutez, il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais l'historique du marché, c'est une rentabilité de 7% par an. C'est pas énorme et du coup, je dois noter à la fin de chaque mois, etc. » Écoutez, vous mettez 200 € à côté par mois, vous faites rien. Après 10 ans, tu as les doubles si tu as une rentabilité historique du marché. Tu n'as rien fait. Tu as devenu partenaire d'une société, tu crois en une société. C'est les gens, les employés là-bas qui sont en train de bosser pour rentabiliser ta partie d'actionnaire. Et T'as entendu, Johan? De quoi? T'as 48 000 € dans 10 ans en mettant 200 € par mois. non. C'est ce que t'as dit. Non, mais- En mettant 200 € par mois, au bout de 10 ans, t'as le double. Non, tu vas avoir le double des 200 €. Pas de cas. Le seul moyen que tu passes pas ta vie dessus à regarder les courbes, c'est justement d'avoir la vision. Et toi, tu as dit que tu regardes 2 fois par mois et Ouais. tu laisses le truc tranquille. En fait, il faut Ouais. être discipliné au départ. Et ensuite, tu as juste Exact. à suivre Ta démarche, ton profil, ta démarche et ton exactement. profil d'investisseur. Et quand on parle des rentabilités, là, pour donner un ordre de grandeur à tout le monde, là, que je parlais des pourcentages, avec 7% par an, pendant 10 ans en intérêt composé, tu arrives à faire les doubles de montant initial que tu as mis dans la bourse, par exemple. T'arrives à faire le double Les doubles. J'ai pas entendu. Si tu mets 1000 € dans la bourse Ouais. aujourd'hui, et si tu as une rentabilité historique de 7% par an, c'est la moyenne du marché, c'est ça, pendant des siècles, aux États-Unis surtout. Après 10 ans, tu auras les doubles, du coup 2 000 €. D'accord. Okay, c'est 7% par an. Et c'est pour ça que tu ne dois pas croire aux gens qui vont dire que tu vas gagner 1% par jour. Là, je ne vais pas sortir ma calculette, là, mais 1% par jour, tu peux acheter à la France après 10 ans. Tu vois, il ne faut pas croire un rêve en fait. Est-ce qu'on est d'accord du coup que c'est pas l'investissement en soi qui va t'enrichir, mais c'est le travail, c'est ce que tu injectes dedans. Exactement. Il faut absolument que tu essayes, par le biais de ton travail, d'avoir toujours le plus Les revenus. de revenus à injecter dans la bourse. Tu as tout résumé. Ça potentialise, ça exponentialise tes Tu as revenus tout résumé. que tu gagnes avec ton travail normal. Quoi. Par exemple, j'avais dit que tu peux investir avec 100 € par mois dans la bourse. Si tu fais une rentabilité des 20% par an, c'est que c'est énorme. Hein? Les Warren Buffett ont fait une rentabilité des 26-27% par an. Si tu fais une rentabilité énorme, mais avec 100 € par mois, quand même, tu ne vas pas devenir un millionnaire. Voilà. Du coup, c'est les boulots vraiment qui te permettent d'avoir plus de revenus par rapport aux dépenses. Cet écart-là, c'est la quantité que tu investis et c'est ça qui va en fait catalyser, va pousser cet argent à devenir en boule de neige en fait et rentabiliser tout ton épargne. Exactement. Donc essayer de gagner toujours plus à côté pour pouvoir investir mieux et faire que cet argent il travaille pour toi. Quoi. Exactement, c'est ça l'objectif en fait. C'est de rentabiliser en fait, mais pas que les investissements viennent de la source principale. Surtout, par exemple, il y a des gens qui sont des professeurs, des gens qui travaillent comme, je sais pas, conducteurs, etc. Ils ne sont pas intéressés à regarder des actions tous les temps. Et je comprends, moi. Je travaille dans les domaines, je regarde, mais on a besoin d'une société qui travaille dans plusieurs domaines. Ce n'est pas tout le monde qui peut regarder des actions tous les temps. Du coup, si tu réfléchis trop par rapport à ton investissement qui c'est à côté, tu laisses tomber ton niveau de revenus, quelque chose que tu pouvais investir en soi-même pour gagner plus d'argent, pour investir plus. Il faut voir ces calculs des rentabilités aussi en termes de vie, de capital humain. Investir en soi-même pour gagner chaque fois plus, pour investir plus. Il ne faut pas rester limité à oui, j'ai un salaire de ça, je vais économiser le maximum possible pour mettre 50 € de plus. Non, ce n'est pas ça la pensée. C'est utiliser ces 50 €, investir en soi-même, apprendre une nouvelle langue, monter des postes au boulot, créer une boîte, faire quelque chose d'autre pour chaque fois gagner plus, pour investir. Parce que là, tu peux imaginer l'investissement, si tu gagnes 2 000 €, 1 000 €, 3 000 €, etc., toujours qu'il y ait l'écart entre les revenus et les dépenses, tu as quelque chose qui reste, tu vas investir. Du coup, peu importe si ça reste 200 €, 2 000 €, tu as besoin d'investir.
Parce que tu vas laisser dormir l'argent, tu vas perdre de l'argent. Du coup, tout le monde, peu importe les revenus, arrive à investir. Mais c'est pas ça l'objectif de faire, ah oui, c'est qui la bourse maintenant que je vais les faire et c'est ça va me payer tous mes dépenses. C'est vraiment comme tu dis. C'est les revenus jouent un rôle très important et les gens qui commencent à investir, ils ont tendance à oublier ça. Et du coup, vu que tu nous as dit que tu passes pas ta vie à regarder les courbes, donc, du coup, qu'est-ce que tu fais à côté de l'investissement? Parce qu'on voit Michael Ravanilla sur la chaîne. La transition, Même moi, je m'y attendais pas. J'ai Non, été mais surpris. si ta transition c'était une action, je mettrais 10 000 euros maintenant. Vous avez pris à contre-pied. Hein. Non, mais je veux dire, on voit Formidable. Quand on m'a envoyé la première fois ta vidéo, Vincent, que je salue, merci Vincent, qui m'a partagé ta vidéo sur justement je crois que c'était les fonds asiatiques, quelque chose comme ça. Et je me dis, putain, ce mec, il est super sérieux, il doit passer sa vie à regarder les actions, il doit être super discipliné à regarder tout le temps les écrans. Et c'est pour ça qu'il a acquis tellement de... Mais justement, en discutant avec toi, on se rend compte que non, que tu as une vie tout à fait normale et que c'est juste une petite partie de ton temps. La majorité de la partie professionnelle de ma vie, j'étais ingénieur, du coup la finance était à côté. Ça fait peu de temps que je suis vraiment quai de la finance, que je regarde les marchés tous les temps. Mais oui, à côté, on n'a pas besoin de regarder les actions tous les temps pour être gagnant. Comme j'avais dit, si tu achètes un ETF monde, etc., tu peux être gagnant, etc. Et bien sûr, à côté, j'ai fait mes choses, j'ai fait du sport, ça fait quelques années. J'ai fait de la muscu, j'ai commencé à pédaler depuis que je suis en France aussi, de vélo. J'essaye d'apprendre à jouer de la basse électrique aussi, c'est ce que j'adore. Je suis très fan des rock and roll aussi, hein, très 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 fan. Et j'avais des cheveux longs et tout quand j'étais ado. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, là, c'est plus le même personnage. Ouais, j'avais des cheveux longs et tout. Alors, ça continue en pelé noir hein, partout et tout. Mais... Il y a encore des traces. Ouais, mais j'adore, j'ai kiffe. Et du coup, j'ai commencé à prendre la basse électrique récemment. J'ai fait du sport souvent. Dernièrement, avec les salles fermées, c'est pas compliqué. Je fais chez moi quand même. J'en ai un banc chez moi. J'ai des Vincent, il va kiffer j'ai des haltères. J'ai des élastiques. J'ai des tapis. J'ai beaucoup de choses chez moi. Du coup, j'essaie de faire chez moi aussi. On parle des finances, mais les meilleurs investissements qu'on peut faire, surtout, avant tout, c'est la santé. C'est soi-même. Ouais. Si tu as de l'argent et tu n'as pas de la santé, tu n'as rien en fait. Et si tu as de l'argent et que tu n'essaies pas aussi de profiter, qu'est-ce que tu fais du coup avec... Il y a l'argent que tu investis en bourse, mais il y a l'argent aussi que tu utilises pour tes propres plaisirs et les choses que tu aimes. Qu'est-ce que tu en fais? En parlant des plaisirs aussi, on ne va pas penser... Il y a certaines personnes qui demandent ça, tu as tes revenus, tout ce qui reste, mais dans la bourse, tu ne fais plus rien dans la vie. Et j'ai reçu même une question récemment d'un abonné qui a envoyé ça. Comment tu fais l'équilibre en fait? C'est simple en fait, plutôt simple. Quand j'arrive, il y a mes revenus au début de mois. Bon, c'est un peu volatile aussi parce que j'ai ma propre boîte, du coup, les consulting, etc. Mais j'ai l'argent que j'ai fait à 6 mois et j'ai un pourcentage, une certaine quantité que je sais qui va aller dans la bourse. Ce qui reste, je paye mes choses et je voyage. Ce qui reste, je dépense comme je veux en fait. Et j'ai même recommandé d'avoir au moins 5%, 10% pour les purs loisirs et n'importe quoi. Acheter des trucs à la con sur Amazon. Aussi ton fonds de sûreté, est-ce que tu l'augmentes aussi? Est-ce que tu prends une part du budget, tu la mets en plus j'ai recommandé. Bon, moi comme Brésilien, j'avais tendance d'aller jusqu'à 12 mois. C'est ce que j'essaie de faire à long terme. Mais non, j'ai pas tout ça. Mais je pense que tu en as 6 mois à 8 mois. T'es déjà à l'aise. Non, mais une fois que tu as eu ces 6 mois, t'arrêtes de mettre dans ce... Imaginons, tu avais 1 000 euros par mois, tu te dis 6 mois, c'est 6 000 euros. Une fois que tu as ces 6 000 euros, tu ne mets plus rien du tout dessus. Dans cette réserve, non. Ça dépend de tes dépenses. Ouais, je vais acheter des... train de vie, non, mais j'ai donné un exemple avec des chiffres simples. Je vais acheter des mobiliers si je vais, ou plus d'actions, ouais, mais ça reste que cette certaine quantité. Et du coup, une chose que j'aime bien dépenser de l'argent quand on en pouvait, c'était de voyager. J'ai dépensé énormément en voyage, j'ai connu 16 pays. C'est énorme. 16 pays, la majorité en Europe, hein, parce que j'avais dit que je suis arrivé en France, j'ai commencé en France, je suis arrivé en France en 2014, juillet de 2014, jusqu'à juillet 2015, j'étais à Rouen. Du coup, j'étudiais une année là-bas à l'ESIGELEC, l'école d'ingénieurs là-bas, et cette période-là, j'ai connu, je pense, 10 pays, je pense. Toutes les vacances, jours fériés, voyage. Tous les pays limitrophes déjà, Espagne, Italie. À l'époque, j'étais boursier de gouvernement brésilien. Du coup, c'était une bonne bourse à l'époque. Cool, c'était une bonne bourse à l'époque. Et du coup, que le gouvernement brésilien ne regarde pas cette vidéo. Non, j'avais des bonnes notes, hein, des bonnes historiques. Hein, ouais. Ça m'a même aidé après pour Renault ensuite. Mais du coup, tous les jours fériés, toutes les vacances, j'ai voyagé. Je suis rentré au Brésil, bien sûr, ça gardait un peu ça. Et une fois que je suis venu en France, du coup, entre juillet 2014 et juillet 2015, j'étais en France.
Et je suis arrivé en France à nouveau à la fin 2017-2018, quoi. Du coup, je passais quelques années quand même T'as au Brésil bien après. voyagé. Ouais. Mais c'est quoi ton meilleur souvenir de vacances? Ouh là. Le pays préféré, là. Ah, Là, tu peux, les frontières t'as marqué sont le ouvertes, plus. Tu mets tu pars. tout avec cette question parce que j'ai pas des préférés, je te jure. Je te Ouais. jure qu'il n'y a pas Ils des sont pays tous préférés. différents. Ouais, et mais un voyage qui Celui me qui t'a marque. marqué. Un voyage qui m'a marqué beaucoup, c'était l'Est. On a fait Berlin, on a fait l'Autriche, Vienne, on a fait Prague, on a fait Budapest, Bratislava. C'était quoi le train, Et c'est ça on C'est où a... Bratislava, Sofiane? Oh, la question piège. Là, on était en Autriche. Du coup, en dessous. L'Autriche, c'est Vienne. Oui, mais- oui, du coup, en dessous. Ah Mec, je sais même pas. Bosnie-Herzégovine. Bon, Non, c'est pas la Roumanie, c'est Bucarest. Non. c'est plus au l'Est, Bucarest, ouais. Bratislava. C'est quoi la première lettre du pays? Je te jure, je le trouve. Première... Slovaquie. Ah oui, je l'aurais pas trouvé. Il a du coup dans la Yougoslavie. région, il y a dans la région Slovaquie. Slovanie, ouais, Slovaquie, après t'as l'Autriche à côté, République tchèque à côté. Et du coup, j'ai pu voyager là-bas. C'était marquant parce qu'en fait, moi et 4 amis, parce qu'à l'époque, le gouvernement brésilien avait cette bourse et choisissait, on va dire, une personne par groupe des semestres de l'université pour voyager. Oh, Du tout le coup- monde le jalouse. Du coup, j'avais choisi la France. Bon, déjà, si je parle du choix de la France, c'était un peu bizarre parce qu'en fait, ils ont dit, ah oui, vous pouvez aller aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, les gens qui ont postulé, tu vois, ils ont réussi, ils peuvent choisir les pays. Ils disent, bon, l'anglais, ça va, je sais qu'un jour encore, je vais encore améliorer mon anglais, je vais pas aller aux États-Unis. Du coup, ok, des autres langues. Allemand, la ville est trop courte pour apprendre allemand, tu Ça se vois. parle, Du coup- ça se parle- on le parle qu'en Allemagne, donc au niveau. Enfin, Ouais, si c'est tu un peu penses limité stratégique, dans la oui, c'est langue. limité. Exact. Du coup, ok, français, il y a beaucoup de pays qui parlent français quand même. C'est beau, c'est stylé, tu vois. Tous les clichés viennent C'est dans la classe, tête. c'est C'est classe, classe. Paris, tout ça. Ils disent, bah ouais, c'est stylé. Et après, bah, je connais même pas un seul mot des français quand même. Hein. Du coup, ok, je vais. C'est merci, bonjour. Et du coup, il avait 3 mois pour étudier pour l'examen. Mais mec, C'était quoi? Il y avait un DELF à passer? il avait un de langue? examen, ouais. Il Ah, t'as pris avait. le français en 3 mois. C'était un examen qu'il fallait arriver à un minimum. Tu vois, on va dire, ça vaut 20, il faut faire 10. C'est ça que je fais. Parce que tous les restes, c'était l'historique. C'était tout ton historique à l'université, tes notes, pour être qualifié, en fait. Une fois que tu es qualifié, tu es sélectionné déjà. Il suffit de passer l'examen du français. Avoir les minimums possibles. Si tu l'as pas, tu Ah, passes et pas. du coup, j'ai dit, ah ouais, j'ai déjà réussi. Maintenant, c'est que moi pour faire 10 sur 20. Et du coup, comme je savais que 3 mois pour parler français, c'était impossible. Impossible. C'est pas faisable. Je vais dire, je vais faire toute la grammaire, les possibles, et je vais écouter comme un malade 3 mois. Et du coup, j'ai mémorisé toutes les règles que j'ai à l'époque. J'ai oublié plus de la moitié déjà, mais j'ai mémorisé toutes les règles des grammaires et tout ça, parce qu'une partie de l'examen, c'était grammaire, un autre audio, etc. Et du coup, voilà, j'ai eu la note pour venir dans un pays francophone. Du coup, il fallait choisir Belgique, Canada ou France. Bon, Et bah, j'ai dit, bon, je vais directement à l'origine, quoi, de la langue. Et du coup, on va être content les Belges. non, j'adore la Belgique surtout. Moi aussi, j'adore. Mais du coup, j'ai choisi la France. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé à Rouen à l'époque. Et j'ai Mais commencé à voyager, quoi. À cette époque-là où tu commençais à consommer du contenu en français, c'était quoi? C'est quoi ton Ah, premier souvenir? non, Il y avait une chanson, il y avait un là- youtubeur, il y avait un truc là, que il tu a regardais? une bonne histoire par rapport à ça. Il y a Joyce Jonathan, je ne sais pas si vous connaissez Oui. la chanteuse. Oui. Et du coup, ma prof de français, parce que du coup, je commençais à faire des cours de français pour développer plus rapidement. Et elle, toujours, elle mettait des musiques de Joyce Jonathan parce que c'est calme, c'est facile à comprendre certains mots. C'est qui Joyce Jonathan? Mais moi, je vois Je, pas. je la- Tu je la connais connais- pas je me rappelle pas du nom de la chanson. Donc toi, mais tu dis oui et... Je la connais, mais je connais ces chansons. Elle est connue. Hein. Elle est Vas-y, co- chante. Et je connais pas le nom de la chanson là, mais on peut pas le mettre sinon on va être strike sur, sur YouTube. Mais je vais te faire écouter, c'est Ouais. sûr tu connais, c'est sûr. Ah, je connais aussi. Ouais, tu Oui, connais, tu c'est connais. sûr que tu connais. Tu connais. Et du coup, Tu connais bien en plus. j'ai écouté ça et j'ai dit, mais t'imagines un jour je vais en France, je peux aller à un concert de Joyce Jonathan. Je ne sais pas aller, comme je disais, je suis trop rock'n'roll, mais c'est musique calme et tout, et ça va me faire plaisir de dire, j'ai écouté au Brésil, je suis allé à l'autre bout du monde, je vais C'est comprendre une la histoire, chanson. c'est une Ouais, histoire. tu vois, parce que la prof, on a commencé à écouter les musiques, j'ai compris 10%, tu vois. Et du coup, j'ai dit, je vais là-bas, je vais tout comprendre la parole, qu'elle chante et tout, ça va être stylé. Du coup, j'ai mis comme objectif, je vais en France, je vais dans un concert de Joyce Jonathan. Pourquoi pas? T'es allé ou pas? Et t'y es allé au ça final? va. Ouais, calme. Attends, Attends. Elle est en train de Et raconter. Et il y a le Covid. Non, c'était avant. Non, c'était bien parce que c'était en 2014, ça. D'accord. Ça, c'était en tout- 2015. En fait, 2014, t'as tout fait. Ah oui, j'ai fait beaucoup de choses en C'était l'année- 2014. En plus, C'était c'était la Coupe du Monde. Ah non, ça on parle après. Et du coup, et du coup, en fait, quand je suis arrivé en France aussi, le gouvernement brésilien a payé 3 mois de cours intensifs de français en école qui s'appelle French Normandie.
Très bonne école, je recommande, pas des pubs, mais ils sont très bons. Il avait des cours le matin, l'après-midi. C'est là-bas que j'ai commencé à faire des phrases. C'est là-bas que j'ai commencé à, tu vois, j'essaie de faire des phrases. Freestyle. Ouais, c'était portugais-français mélangé, mais ça allait. Et voilà, du coup, j'étais à Rouen et j'ai vu qu'il y avait un concert de Joyce Jonathan dans un petit village. Et là, le cœur, boum, boum, Je me boum, souviens boum. même pas les noms de la ville, mais mec, c'était un village qui tu peux faire 10 minutes de marche, tu termines des villages. C'est quelque chose de Gravenchon en Normandie. Désolé si vous venez de là-bas, mais je me souviens Non, plus exactement. Gravilliers. Non, c'est Gravenchon, quelque chose de Gravenchon. Grandville. Saint, quelque chose. Non, non. Et du coup, c'était à 1 heure de Rouen, en bus. Hein, c'est proche, c'est pas loin, mais les bus. Ça, c'était 2014. C'était 2014. Et Ok. du coup, je suis allé là-bas. Et du coup, j'ai cherché un auberge jeunesse, un hôtel, quelque chose. Il y avait un hôtel, genre des luxes, qu'il avait des places. Et je dis, mais ok, j'ai reçu des bourses du gouvernement brésilien, mais je suis pas riche. La bourse, c'est pas non plus un truc, tu vois, énorme. Donc, je vais pas payer un hôtel là-bas. Je vais chercher ailleurs. Et à l'époque, comme j'ai voyagé beaucoup, j'étais inscrit sur les sites Couchsurfing. Couchsurfing, On ouais. te demande pour héberger dans la maison de quelqu'un. J'ai envoyé pour 10 personnes. 9 personnes ont refusé. La dernière, elle a dit ouais, pour moi ça va. Je vais à un concert dans ce même soir, soit en autre ville. Et après, je peux passer te chercher. Tu vas rester chez moi. Et je dis, Trop cool, ça. oh, sympa. Ce serait pas le concert par chance de. Non, c'était pas des Ah, concerts de d'accord. Joyce Jonathan. C'était un concert proche de Dieppe. C'était bien en or en plus. Ouais, elle était. Et je suis allé là-bas toute seule. Et ok, j'ai vu les concerts de Joyce Jonathan. C'était en fait la préfecture qui a payé Joyce Jonathan pour faire les concerts. C'était Ouais. l'anniversaire de la ville, si je ne me trompe pas. Énorme. Et du coup, j'étais genre, franchement, à 3 mètres de Joyce Jonathan. Je dis, mais c'est stylé, j'étais là. Parce que toi, t'avais toute une tranquille. histoire derrière. Ouais, Les autres, ouais. ils étaient là et kiffaient, Et j'ai mais dit- toi, t'étais. Tout ça, je me dis, mais j'ai réussi quelque chose là quand même. Ça méritait mon Ouais. historique, mes études, les choses que j'ai fait. Voilà, c'est bien. Et du coup, j'étais là, j'ai profité. Et ok. Du coup, ça a terminé les concerts. Les gens commençaient à partir. Et j'ai envoyé un message à la personne. C'est terminé ici, quand vous pouvez passer, etc. Elle dit, oui, je passe dans 30-40 minutes. Je me dis, ok, j'attends. Et d'un coup, ils ont commencé à mettre des choses sur un mur en disant il faut pas juste prendre des photos. Je dis mais écoute, elle va faire des dédicaces, elle va parler avec les gens, mais j'hallucine, là, je vais parler avec elle du coup. Et du coup, j'ai fait la queue, elle était là, mais c'était pas possible de prendre une photo. Mais j'essaie de tricher. J'avais mon caméra, une grande caméra, elle était ici sur moi, et j'ai laissé allumer quand même. Aïe, aïe, aïe. Et Autour du coup, du cou. ouais. Oh là là. Et du coup, j'ai fait la queue, et je parlais avec elle, je dis je viens du Brésil, à l'école j'ai T'as écouté raconté tes ta musiques. histoire. et Parlais tout. bien, t'arrivais à parler bien à ce moment-là. Elle a compris. Elle a compris. Et du coup, j'ai dit, ouais, au Brésil, j'ai étudié avec tes musiques et tout. Elle dit, cool. Je connais une musique brésilienne qui s'appelle A Felicidade et tout, des MPB, des musiques populaires Ah, brésiliennes et tout. J'ai dit, cool, stylé et tout. Du coup, elle m'a fait une dédicace. Et Excellent. j'en ai jusqu'aujourd'hui chez moi. J'ai trouvé un autre jour. En plus, Elle t'as est bien. la vidéo du coup. Mais on voit pas beaucoup parce que oui, La vidéo, elle a coupé, elle a friqué en Ah, bas à la table. Au moins, il y a la discussion. Mais c'est une super C'était histoire. super cool. Joyce Jonathan, Non, on te c'est- veut au Joyce podcast Jonathan. pour parler de l'autre version. Non, mais c'était une expérience unique pour moi. Surtout que c'était la première fois que je me suis dit, je vais à un concert toute seule dans un village que je connais pas, dormir chez quelqu'un que je connais pas. Mais c'était une Excellent, expérience excellent. C'était super Là, cool. tu t'es rendu compte, ouais, j'ai fait quelque chose quand même. J'ai Ouais, accompli ouais. un truc. Tout ça qui, quand j'avais, on va dire, 16-18 ans, viens de commencer à l'université, je pensais que jamais j'allais connaître l'Europe avant mes 30 ans. Jamais, je pensais jamais. Ah ouais, c'est- mes possibilités. Genre, je vais pas une famille qui vit dans la favela brésilienne, mais c'est une famille C'est très difficile. modeste, très modeste. Déjà à l'université, où il fallait passer dans l'université fédérale, qui c'est une des principales du Brésil, la concurrence est énorme et tout, mais c'est gratuite. Du coup, il faut réussir l'examen en national. Il faut être Outre- très, pour très moi, fort pour être moi, dans où une je- bonne, ouais, pour moi, où c'était cette possibilité, ou pas du tout, d'aller travailler et plus jamais faire Et l'étude. du coup, t'as travaillé beaucoup. Je me souviens que je me réveillais à 4h30 du matin. J'étais Ah oui. joint, 4h30 du matin, j'étudiais des 5h. Parce qu'en fait, j'ai Il y a travaillé. des gens qui se réveillent tôt qui viennent ici. En fait, pour résumer l'histoire, j'ai commencé à travailler quand j'avais 14 ans, mais des petits trucs à côté. Tu vois, quand tu fais ta 14 ans, tu fais des Ouais. petits trucs. Mhm. Et du coup, quand j'avais 17 ans, qu'il fallait commencer à étudier pour entrer à l'université, mon père l'a dit, mais si tu fais comme ça, passe toute la journée dehors et tout, ça va être difficile de réussir. Je peux te tenir, te donner genre au moins ton argent basique que tu gagnes à côté pendant 6 mois. Mon père l'a dit, je te donne 6 mois pour étudier et tout. Du coup, j'ai arrêté un peu avant parce que j'avais un peu de l'argent à côté et j'ai eu 8 mois pour étudier pour l'examen. Normalement, les gens passent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour réussir à entrer à l'université là-bas. Et du coup, mec, c'était des 4h30 genre à 11h de maths.
Du coup, des 13h à 17h, je faisais un préparatoire gratuit qu'il fallait passer un examen pour être dedans. Du coup, c'était des bénévolats, des profs des écoles super réputées étaient des bénévolats et donnaient des cours dans cette école-là. Du coup, j'ai fait ça, c'était gratuit. Du coup, j'ai réussi à entrer dedans. Et les soirs, j'étudiais encore plus. Je pense que c'était minimum, sans compter les cours préparatoires, c'était minimum 7-8 heures par jour chez moi, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, là, quand j'étais devant Joyce Jonathan, j'ai dit, ouf, ils ont payé, J'ai c'est beaucoup ça. bossé pour être là. Et j'ai fait quelque chose, quoi. C'était bien, quoi. Non, C'était- bravo à toi, c'est vraiment bravo. Merci, ouais. c'est gentil, mais Tu du mérites, coup, là, hein, j'ai... t'as fait des efforts. Du c'est coup, pas là, j'ai arrivé tout vu. seul. Et la deuxième fois que j'ai eu cette sensation, c'était quand j'ai reçu la réponse de la Fondation Renault. Parce que j'étais au Brésil, je travaillais comme ingénieur là-bas. Du coup, j'avais un salaire d'ingénieur au Brésil. C'est que c'est pas énorme quand on fait la conversion en euros. Mais pour quelqu'un qui est au Brésil, ça va, tu vois. C'était quelque chose que j'étais tranquille. J'avais mon boulot et tout ça. Et du coup, quand mon pote a envoyé les liens, j'ai postulé. J'ai dit, ah oui, ils m'ont accepté. Ils vont me tout payer en France pour aller en France à nouveau. Et là, après, je peux rester maintenant, tu vois. Parce qu'avant. Et ah ouais, du coup, là, j'ai dit, ah ouf, ça. C'était bien quand j'étudiais Giselec, j'ai eu des bonnes notes. C'était bien que j'ai appris la langue parce que c'était l'entretien, plusieurs entretiens aussi. Quand même, comme j'avais dit, il y a des fautes et tout ça, mais quand même, après quelques années que je suis rentré parce que je suis arrivé au Brésil en juillet de 2015, et du coup, j'ai essayé ça à nouveau en 2017. Quand même, une année et demie sans parler la langue, mais quand même, je vais garder un peu. Et là, c'était un deuxième moment qui. Donc, si je comprends bien, en 2017, tu avais ta vie stable au Brésil, Mhm, tu avais déjà eu l'expérience en France, mhm. tout allait bien, et là, il y a une Fondation Renault qui ouvre des portes pour engager des ingénieurs un peu à travers le monde, Exact. avec un package qui était Ouais. super cool. Ouais, c'était cool. C'était tout payé. Mais là, t'étais en concours avec des gens de toute la planète. Ouais, surtout de toute la planète. On va dire qu'au Brésil, on savait qu'il y avait 2 ou 3 Brésiliens, parce que tous les ans, ils prennent 2 ou 3 Brésiliens. Du coup, la concurrence, c'était à ce niveau. Toute l'université fédérale du Brésil pouvait Il y en a postuler. énormément, donc... Ah oui, il y oui, en oui, a je pense que par- ça dépasse. plusieurs par Je État. vais pas dire que tous ces nombres de personnes ont postulé pour ça, mais on a plus de 100 000 personnes dans les universités fédérales, qui est pour les Juste au ingénieurs. Brésil. Juste au Brésil. Ouais, ouais. Et du coup, ouais, c'était la deuxième fois que j'ai dit, ah ouais, ouf, là, Ça, c'est exceptionnel, franchement. Non, bravo à Là, toi, ouf, franchement. c'était cool, quoi. Mais là, du coup, c'est quoi le prochain step là? Parce que là, on a eu deux points importants. Ah ouais, là, il y avait des points importants. Et ouais, la prochaine étape, c'est là maintenant, quoi, parce que j'ai travaillé comme ingénieur de coûts en France. J'avais un poste plutôt stable. J'ai travaillé comme ingénieur et analyste financier récemment. Et maintenant, je commence mon projet toute seule, quoi. Je vais me dédier à faire les portefeuilles des clients, les consultings, toutes les choses liées à ma chaîne, me dédier plus au projet de la chaîne et les choses qui sont parallèles, qui me rapportent mon revenu, que c'est l'analyse d'actions, l'analyse des portefeuilles des clients et faire ça. C'est ça ce qui me plaît, en fait, c'est de parler avec les gens. Comme je disais, j'aime bien d'être un peu les profs. C'est ça qui j'ai kiffe, en fait. C'est Non, c'est cool. de C'est vraiment parler l'interaction. avec les gens. L'interaction, exactement. C'est ça qui Parce me que plaît. je suppose que les gens voient tes vidéos. Non, rien. Qu'est-ce pas Non, ouais. Je suppose que les gens voient tes vidéos, mais ils sont derrière leur écran. Donc quand tu as des commentaires ou tu as des gens qui répondent sur ton Instagram, là, ça commence la vraie partie intéressante. Parce que tu te dis, oui, tu vois les vues, le nombre de vues, Mhm. et tu vois les abonnés. Mais tu sais pas s'ils ont vraiment... Comment ils ont reçu l'information. Ouais, quand j'ai reçu des gens qui disent ah ouais merci, grâce à toi j'ai pu commencer à investir, j'ai appris des choses, j'apprécie bien et tout, j'ai dit mais quand même hein, je commence à parler les mecs, c'est un mec brésilien qui parle déjà, il a d'où vient ces mecs, pourquoi il a cet accent, il parle des actions françaises avec un accent brésilien, d'où ça vient et tout ça. Et les mecs ils disent après ah merci, j'ai appris énormément, ça me touche énormément aussi parce qu'en fait j'ai réfléchi toute mon historique que j'ai fait pour arriver jusqu'ici. Et je suis déjà très content de ça, tu vois. Là, c'est une nouvelle étape qui va commencer parce que c'est mon business, ma chose, c'est que je vais faire par moi-même. Et ça me touche énormément quand les gens disent oui, j'arrive à prendre, merci. Bah ça- là déjà ça- en 2 petites heures, 1h30, 2 heures. Franchement, je sais pas combien de temps. Ça fait on a combien de pris, temps, là Ça fait longtemps, oui. Putain, on n'a même pas sorti ça, franchement. Mais juste... On a appris énormément. 2 heures? Ça va, Tan? Mais oui, Ça va? En régie, ça va? Ah ouais? ouais, ça fait 2 heures. Bah ça va. Non, c'est bien, c'est cool. Bah ça tout va bien. Et ouais, bah justement, comme tu disais, d'avoir le retour des gens, c'est super important, quoi. Oui. Donc, les gens demandent dans les vidéos, les gens demandent mettez un like, mettez un pouce bleu. Mm. Mais en plus de montrer la vidéo à plus de gens qui pourront être impactés par ton message, c'est le fait que toi tu te dises ok, j'ai pas fait ça pour rien, il y a quelqu'un derrière. Ouais. Parce que par exemple, moi j'ai reçu ta vidéo parce qu'on me l'a envoyé sur Mhm. WhatsApp. Ouais. On m'a partagé le lien.
Ok. Donc, j'ai consommé ton contenu, mais toi, tu le sais pas ça. Tu Non, vois je juste sais une pas. vue en Je plus. sais pas. C'est vraiment pour On moi, en j'ai a vu parlé, on a vu la vidéo sur la. Aujourd'hui, j'ai regardé le ratio. Hein. 50 les bénéfices, alors elle est capitalisée à 1 milliard, et elle a fait un bénéfice de 100 millions, donc elle a un ratio de... Exact, exact. Et, Tu vas prendre ça. et par exemple, on en a parlé pendant, je sais pas, une demi-heure, on discutait sur cette vidéo. Mhm. Et toi, Et tu je sais vois pas. tu vois Et pas je sais cette pas. partie. Et je Tu sais vois pas. juste que moi ensuite je me suis abonné, etc. Mais tu te dis pas d'où je suis arrivé. Exact. Et c'est les commentaires qui permettent d'avoir un Exactement. retour. J'ai commencé à faire des lives récemment sur Instagram à 20h tous les dimanches avec un sujet qui c'est les abonnés décident et je parle pendant 30 minutes après ils posent leurs questions. Et ça me permet d'interagir un peu aussi, tu vois, de voir les gens en direct en commentant, quelque chose c'est plus direct. Ça c'est, j'aime bien aussi, j'ai découvert ça et je vais continuer parce que ça me permet d'avoir un retour en direct Live, en fait, ouais. en live, ouais. Et justement, en parlant des questions, il y a quelques abonnés qui t'ont envoyé des questions que tu m'as envoyées, Oui. qu'on va lire ici pour finaliser. Mhm. Allez, Attends, je reprends pourquoi il y a ça. que toi qui les as les questions? Moi, pourquoi je Ah, Ah, il les a- ah, Alors, L'efficacité. C'est bon, tu la retrouves? alors, il y a Kroos qui demande: es-tu comme certains le font, un trader que l'on peut copier, trader, comme Des- sur eToro par exemple? Mais déjà, est-ce que t'es un trader? Non, je suis pas un trader. Voilà. C'est ça le truc. Je c'est suis que- plutôt un holder, tu vois, quelqu'un qui conserve, quelqu'un qui reste dedans. Et juste pour complémenter la réponse là, je pense pas, comme j'avais dit, qu'il faut copier les portefeuilles de quelqu'un. Il faut pas décopier des portefeuilles de quelqu'un qui fait du trading ou même des long terme. Parce que chaque personne il a un historique de capitalement, un niveau de connaissances, un niveau de revenus, un niveau de dépenses, un niveau d'aversion au risque, un niveau d'expérience. Chaque portefeuille doit être fait pour chaque personne. Et si vous voulez commencer vraiment doucement en misant les long termes, il faut penser aux ETF et respecter les étapes qu'on a parlé au début de notre podcast. On a beaucoup de chance parce que je suis en train de voir que la plupart des questions, on les a répondues pendant le podcast. Énorme. C'est vrai, je pense aussi. Comment j'avais as-tu vu les trouvé questions. l'équilibre entre profiter aujourd'hui, économiser et investir pour l'avenir? C'est ce que tu disais tout à Oui, il l'heure, faut c'est- avoir l'équilibre. Hein. Il faut penser qu'on va dépenser avec les restos, on va faire des voyages, Ah oui, il faut. Sinon, tu peux pas tenir l'investissement long terme. Tu dis, ok, je vais dépenser dans 20 ans, mais je passe ma jeunesse et je fais quoi avec l'argent? Donc, il faut avoir une partie des revenus, oui, pour profiter de la vie, une partie qui va penser au futur. Il faut pas non plus dépenser. Une chose que j'essaie de combattre en fait, c'est les gens qui vivent une vie qui ne sont pas à elles-mêmes. Ça veut dire qu'elles ont des dépenses de 3 000 euros et un salaire de 2 000 euros. Les gens qui s'inventent des vies, quoi. Ouais, et là, c'est pas réaliste. Soit tu gagnes plus d'argent, soit tu économises. À partir du moment où tu arrives à vivre une vie normale, qui est normale, je vais mettre normal dans le sens que les revenus sont pareils aux dépenses, tu peux commencer à essayer d'investir un peu ce qui reste. Et bien sûr, profiter de la vie toujours, ça c'est important, quoi. Avoir l'équilibre surtout. L'équilibre, c'est la réponse. Une autre question, c'était que penses-tu de l'investissement dans les crypto-monnaies? Donc, comme tu m'as dit, ça va dans le secteur des technologies sur ton portefeuille et c'est un des Exactement. sous-investissements. Pour moi, c'est une partie du portefeuille des technologies. Donc, on va dire qu'on ne va pas dépasser les 5% dans les portefeuilles. Au moins, avec la vision des long terme, c'est ça. Cette partie, elle est énormément gagnante, c'est qui va rentabiliser le reste du portefeuille. Mais au cas où elle va être perdante, on va perdre, c'est 5% de portefeuille qui va perdre un peu et le reste va rentabiliser. Toujours avoir ces critères de rentabilité-risque dans la tête, ça va bien. Là, une question intéressante. Comment vivre le fait d'être entouré de personnes qui voient d'un mauvais œil l'investissement? Ça, c'est intéressant. C'est Des une gens très qui disent que belle c'est de la question. merde. C'est difficile, hein. C'est compliqué. Oui. C'est Eh ben, il difficile. faut s'éloigner de ces personnes. Il a des Non, juste solutions. pas en parler, Non, il faut- ouais. avec eux, c'est tout. Déjà, essayer d'expliquer, au moins si tu n'arrives pas à expliquer, envoyer, je sais pas, des vidéos, des livres, des articles pour que les personnes puissent commencer à comprendre. Si les personnes restent très fermées, sincèrement, fais les choses de ton côté Oui. Et n'en et parle laisse pas. tomber les autres. Oui, Exact. oui, non, parce que je pense que ces gens qui vont être négatifs, c'est qu'ils ont perdu de Et l'argent. par exemple, C'est- je vais expliquer à mes parents, ils n'ont pas fait d'études. Hein. Je pense que je suis la première personne de mon âge à la famille, elle va faire des études supérieures, hein, des bacs plus 5. Hein. Et Mhm. si j'arrive, je vais parler d'investissement, mon père va parler toujours des sacrés immobiliers et tout ça. Et je suis d'accord, c'est sa réalité, c'est la seule chose qu'il comprend et tout. Il faut penser aussi que si les gens de la personne est à côté, ils n'arrivent pas, ils pensent que la bourse c'est quelque chose qui... Mais à leur quelqu'un- époque, c'était pas accessible non plus. C'était pas, Exact. t'allais pas en ligne et Exact. tu t'achetais. Tu devais Exact. te déplacer, tu devais aller voir à la banque il te prenait des marges de ouf. Aujourd'hui, c'est plus C'est- facile. C'est plus facile Mhm. surtout. Ah oui. Et du coup, ils vivaient une autre réalité. Peut-être c'est le cas des gens, les parents, les grands-parents qui vont dire non, c'est de la perte et tout ça. Il faut surtout garder dans la tête que c'est pas un jeu à zéro qui j'ai gagné pour et toi vas perdre en fait. Non, en fait, on va acheter une partie d'un actif et on négocie un actif. Peut-être que j'ai déjà acheté, ça fait 10 ans.
et je vais vendre à toi qui commence aujourd'hui dans la bourse. Ça ne veut pas dire que toi, tu as tort d'acheter aujourd'hui. Moi, je suis les malins qui vais vendre. Non, parce que déjà, les horizons d'investissement, ça ne matche pas pour les gens qui font d'achat et vente. Du coup, il faut juste, dans les premiers cas, essayer d'expliquer. Si ça ne va pas, fais les choses de ton côté et essaie de faire ton maximum. Et puis les parents, ils te donnent des conseils Les parce qu'ils nous réponses, aiment. Voilà. les, C'est pour ça qu'ils veulent les partir. résultats et la rentabilité va Ils ont parler par peur. soi-même après. C'est juste les de la parents, crainte. les c'est de parents la ont crainte. peur pour nous, donc c'est pour ça qu'ils essayent, avec leur réalité, de donner le meilleur conseil possible. Exactement. Et avec exactement. l'information, on peut prendre des décisions Je suis par d'accord. nous-mêmes. Ça, on a déjà répondu. Une dernière question. Où mettrais-tu ton argent pour prévenir une éventuelle très grosse crise avec 10K, 100K ou 1 million? Et ça, c'est une C'est excellente son question. petit fonds de secours comme qu'il met à chaque fois quand il investit dans son PEA, par exemple. Il va mettre 150 € de côté, il va acheter 350. C'est 150 à peu près, non? Ou j'ai mal compris Ouais, la tu question. fais moi. 20% à côté, on Non, va dire. prévenir une très grosse crise. Tu sais qu'elle arrive et avec Bah, 10K, tu peux 100K pas ou 1 savoir qu'elle million. arrive une très Ah, grosse merci, crise. merci. Ouais, c'est pas tout dit. possible. Mm. Sinon, Mais du Si coup, on savait. ouais, mais pour essayer de répondre à la question quand même, ça veut dire si les marchés sont très instables, t'es pas confiant, tu penses que ça va couler, etc. Ce que tu peux faire, c'est augmenter cette réserve un peu à côté, arriver à 30-35%, rester quand même avec la majorité dans la bourse parce que tu ne peux pas deviner les marchés, si tu peux devenir millionnaire comme ça. Et du coup, tu restes dedans parce qu'en fait, je donne juste un exemple. Les marchés américains, après la chute de 2008 et la montée en 2009 dans les mêmes niveaux d'avant, du coup, tout le monde disait, ouais, il a déjà au sommet historique à nouveau. Mais de 2009 à 2019, les marchés fait qu'ils montaient. Et du coup, cette personne qui avait peur, elle a réinvesti, elle a raté 200% de rentabilité dans 10 ans. Tu vois, elle a raté de faire 3 fois plus d'argent investi. c'est psychologique. C'est dur. psychologique. Du Franchement, coup, c'est mieux toujours de rester investi. Si le marché il va couler, tu utilises cette réserve pour acheter encore plus. Pendant que les autres vont pleurer, tu achètes des mouchoirs. Excellent. Allez, Tu vas hein, vendre cette des magnifique mouchoirs. phrase. bonne fin là, franchement. Alors, vraiment, merci d'être Merci, venu au ouais. podcast. Ça me fait C'était plaisir. Vraiment excellent. Et j'espère être ici à nouveau. On ne sait pas, Avec pour plaisir. fêter une centaine de podcasts. Je Bien serai là à sûr. nouveau. Ah, ouais, Bien ça sûr, ferait avec grand plaisir. Avec Franchement, grand on en a appris énormément et Ouais. j'espère que les gens qui regardent cette vidéo en ont appris également. Surtout, allez sur la chaîne de Michael Ravaneda, Club de valeur, investissement à long terme. C'est juste excellent la quantité d'informations que vous pourrez trouver et vraiment le pas à pas. Tout ce qu'il a parlé pendant le podcast en détail, vraiment mâché. Vous avez juste à regarder Exact, il est là-bas. et profiter. Et sinon, pour te suivre une dernière fois sur les réseaux sociaux, C'est Club des valeurs sur Instagram, Club Ouais. des valeurs investir long terme sur YouTube. Ok. Il a la page Facebook aussi, Club des valeurs, comme toujours. et le site web. Et le site web clubdesvaleurs.com, vous allez trouver des informations par rapport à mon e-book, mon consulting, etc. Super. En un. De quoi? En un. Ah oui, caméra. Ouais, Bon, j'avoue. c'était- Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. On Merci espère que beaucoup, vous avez ouais. kiffé. On essaiera toujours de ramener des personnes comme Michael et comme Vincent qui étaient dans l'ancien podcast et Daniel qui vont nous apporter énormément comme aujourd'hui. Donc on espère que vous avez kiffé ce podcast et que laissez Et un que petit pouce bleu. voilà, laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous, il y en aura d'autres avec des horizons toujours différents, des personnes Ouais, toujours différentes. L'objectif, c'est d'avoir vraiment des personnes qui viennent de n'importe quel domaine. Hein. Merci encore à toi. Michael. Merci à vous, c'était excellent. C'était une bonne C'était top. conversation, excellent. Et ben c'est parfait. C'est parfait. Ciao, Ciao, ciao. à tous. J'avais dit que je parle trop. Hein.